Ta mère a volé ton fiancé millionnaire. 2 ans plus tard, tu reviens avec des triplés. Et si cette histoire t'a intéressé, n'oublie pas de t'inscrire à notre chaîne et dis-nous de quelle ville tu nous regardes. Nous continuons. Le reflet, dans le miroir encadré, montrait Élodie ajustant une dernière fois son voile de mariée avant de le ranger. Ses doigts tremblaient légèrement, tandis qu'elle pliait le délicat tissu de dentelle française, cadeau de Mathieu, son fiancé. La robe Valentino, suspendue à un cintre spécial, attendait le grand jour qui aurait lieu dans seulement 2 semaines. Tout était méticuleusement planifié, le traiteur le plus prestigieux de la ville, la décoration avec des orchidées rares, la liste de 300 invités soigneusement sélectionnés. Élodie observa son reflet une fois de plus, essayant de reconnaître la femme qu'elle était devenue. À 28 ans, elle était sur le point d'épouser l'un des hommes d'affaires les plus prospères du pays. Mathieu Dufresne, 35 ans, héritier d'un empire de construction, était connu non seulement pour sa fortune, mais surtout pour sa discrétion et sa gentillesse, des caractéristiques rares dans le monde des super riches. Leur romance avait commencé de façon inattendue, lors d'un gala de bienfaisance organisé par Sophie, la mère d'Élodie. Comme toujours, Sophie était éblouissante, ce soir-là, attirant les regards avec sa robe rouge et sa présence magnétique. À 45 ans bien vécus, Sophie provoquait encore l'admiration partout où elle passait, alternant entre des moments de charme extrême et des épisodes d'instabilité émotionnelle qu'Élodie avait appris à gérer depuis l'enfance. Cette nuit-là, cependant, c'était Élodie qui avait capté l'attention de Mathieu. Alors qu'elle aidait à l'organisation de l'événement, elle avait accidentellement renversé un plateau de coupes de champagne. Au lieu de s'irriter, Mathieu s'était approché pour l'aider, et tous deux avaient fini par rire de la situation. Ce fut le début d'une connexion authentique qui s'épanouit naturellement, malgré les différences sociales entre eux. « Tu me fais croire au recommencement », disait souvent Mathieu, faisant référence au fait qu'Élodie l'avait aidé à surmonter un mariage raté qui l'avait rendu méfiant envers de nouvelles relations. En retour, il l'avait encouragée à reprendre ses études d'architecture, interrompues lorsqu'elle avait dû commencer à travailler pour aider aux dépenses du foyer. Le téléphone sonna, interrompant ses réflexions. C'était Sophie, sa voix débordant de cette énergie unique qu'elle seule possédait. « Ma chérie, j'ai besoin que tu viennes à l'atelier maintenant. Un petit problème est survenu avec la robe. » Élodie fronça les sourcils. « Mais maman, nous avons déjà fait tous les essayages nécessaires. Qu'est-ce qui pourrait avoir mal tourné? Ne t'inquiète pas, c'est juste un détail de broderie. Rien que nous ne puissions résoudre rapidement. Tu sais comme je suis perfectionniste quand il s'agit de ton bonheur. » Il y avait quelque chose d'étrange dans le ton de Sophie, une note dissonante qu'Élodie n'arrivait pas à identifier. Mais des années de cohabitation avec les hauts et bas émotionnels de sa mère lui avaient appris à ne pas trop questionner. « D'accord, j'y serai. » Dans une demi-heure. Tandis qu'elle conduisait le long des rues bordées d'arbres du quartier chic où se trouvait l'atelier, Élodie ne parvenait pas à écarter une sensation désagréable. Ces dernières semaines, Sophie était particulièrement présente dans les préparatifs du mariage, insistant pour participer à chaque décision, aussi minime soit-elle. Au début, Élodie avait interprété cela comme un geste d'amour maternel, une façon de compenser les années où elle avait été plus absente que présente. Elle gara sa voiture et, avant de descendre, vérifia le message qu'elle venait de recevoir de Mathieu. « Réunion importante maintenant, mais je dîne avec toi plus tard. J'ai une surprise spéciale. » Le cœur d'Élodie se réchauffa. C'était ainsi avec Mathieu. Chaque geste, aussi petit soit-il, portait une sincérité qui la faisait se sentir véritablement aimée. Ce qu'Élodie ne savait pas, alors qu'elle montait les escaliers de l'atelier, c'était que cet après-midi changerait complètement le cours de son histoire. Les heures suivantes révéleraient des vérités qu'elle n'avait jamais imaginé affronter, et la robe de mariée, soigneusement rangée dans sa chambre, ne serait jamais portée, du moins pas par elle. L'atelier était étrangement silencieux quand Élodie arriva. Normalement, l'endroit bourdonnait d'activité avec les allées et venues des couturières, le bruit des machines à coudre et les conversations animées des futurs mariés en essayage. Mais cet après-midi, un silence pesant flottait dans l'air, brisé seulement par le son de ses propres pas sur le sol en marbre. « Maman » appela-t-elle, sa voix résonnant dans l'espace vide.
Il n'y eut pas de réponse. Se dirigeant vers la salle principale d'essayage, Élodie remarqua que les lumières étaient tamisées, créant des ombres inquiétantes sur les mannequins vêtus de robes de mariée. Un frisson involontaire parcourut son échine. Quelque chose n'allait définitivement pas. C'est alors qu'elle entendit. Des voix étouffées provenèrent de la cabine principale d'essayage, celle avec des miroirs sous tous les angles. Un rire familier, le rire de sa mère, mais différent de l'habituel. Plus intime, plus séducteur, et puis une autre voix. Une voix masculine qu'elle connaissait très bien. Le monde sembla ralentir, tandis qu'Élodie s'approchait de la porte entr'ouverte. Son cœur martelait contre sa poitrine avec tant de force qu'elle était certaine qu'on pouvait l'entendre. À travers l'entrebâillement, elle vit quelque chose que son cerveau refusait de traiter. Sophie, sa mère, dans les bras de Mathieu, son fiancé. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. La voix de Mathieu semblait tendue, mais ses mains restaient sur la taille de Sophie. Élodie ne mérite pas. Élodie est une enfant, répondit Sophie avec ce ton qu'Élodie connaissait si bien, le ton que sa mère utilisait quand elle voulait quelque chose et n'accepterait pas un non comme réponse. Elle s'en remettra, elle s'en remet toujours. Mais nous sommes différents. Ce que nous avons est réel. Élodie voulut crier, voulut faire irruption par la porte et les confronter, mais son corps semblait figé. À travers le reflet multiplié par les miroirs, elle pouvait voir chaque angle de cette scène dévastatrice. Les doigts de sa mère jouant avec les boutons de la chemise de Mathieu, le regard de celui-ci partagé entre désir et culpabilité, les alliances de fiançailles brillant cruellement sous la lumière diffuse. « J'ai pris ma décision, dit finalement Mathieu, sa voix maintenant plus ferme. Je vais annuler le mariage. Élodie mérite de connaître la vérité. » Sophie sourit, ce sourire qu'Élodie avait vu tant de fois lorsque sa mère obtenait exactement ce qu'elle voulait. « Et nous? Allons-nous assumer notre amour? » « Oui, répondit-il après une pause qui sembla durer une éternité. « Mais nous devons faire les choses correctement. Je ne veux pas qu'Élodie pense. » Élodie n'attendit pas d'entendre la suite. Ses jambes, répondant enfin aux commandes de son cerveau en panique, l'emmenèrent loin de là. Elle descendit les escaliers en courant, trébuchant sur ses propres pieds, le monde tournant dans un kaléidoscope de couleurs déformées. Dans la voiture, ses mains tremblaient tellement qu'elle avait du mal à tenir le volant. Les larmes embrouillaient sa vision, mais elle continua à conduire sans destination précise, voulant juste s'éloigner au maximum de ce cauchemar. Elle s'arrêta à une station-service quelconque, courut aux toilettes et vomit. Quand elle parvint enfin à se regarder dans le miroir, elle ne reconnut pas la femme qui lui rendait son regard. Ses yeux, normalement vifs et brillants, semblaient ternes, comme si quelque chose de fondamental avait été arraché de l'intérieur d'elle. C'est alors qu'elle le sentit. Une vague de vertige différente, une nausée qui n'avait rien à voir avec ce qu'elle venait de voir. Son cycle menstruel avait 2 semaines de retard, mais elle l'avait attribué au stress des préparatifs du mariage. Maintenant, cependant, une nouvelle et effrayante possibilité se présentait. D'une main tremblante, elle prit son téléphone portable. Il y avait 15 appels manqués de Sophie et 7 de Mathieu. Elle les ignora tous. Au lieu de cela, elle ouvrit l'application du calendrier et commença à compter les jours, les semaines. Les dates dansaient devant ses yeux, tandis qu'une terrible certitude commençait à se former dans son esprit. Si ses calculs étaient justes, et elle priait pour qu'ils ne le soient pas, une vie grandissait en elle. Une vie créée avec l'homme qui prévoyait maintenant d'épouser sa propre mère. Le test de grossesse reposait sur le lavabo de la salle de bain, ces 2 lignes roses brillant comme un verdict implacable. Élodie fixait le petit objet en plastique, sentant le poids du monde sur ses épaules. 3 tests différents, même résultat. Il n'y avait plus moyen de nier la réalité. Dans son appartement, les boîtes des cadeaux de mariage déjà reçus formaient une pyramide ironique dans le coin du salon. Chaque article soigneusement choisi par des invités qui n'avaient aucune idée de la tempête qui approchait. Élodie passa la main sur son ventre encore plat, pensant à comment, en quelques heures, sa vie s'était transformée en un scénario digne des feuilletons que sa mère adorait tant regarder. Le téléphone continuait de sonner sans cesse. Sophie, Mathieu, les demoiselles d'honneur inquiètes, la coordinatrice du traiteur voulant confirmer des détails du menu. Élodie observa les noms clignoter sur l'écran jusqu'à ce que la batterie s'épuise, plongeant l'appareil dans un silence bienvenu. « Je dois disparaître »,
murmura-t-elle pour elle-même, là. Voir que d'avoir tant pleuré. Ce n'était pas seulement une envie, c'était une nécessité viscérale. L'idée de rester dans cette ville, regardant sa mère et son ex-fiancé construire une vie ensemble, sachant qu'elle portait un enfant, de lui, non, c'était hors de question. Avec une détermination qu'elle ne se connaissait pas, Élodie commença à planifier. Elle ouvrit son ordinateur portable et accéda à ses comptes bancaires. Les années travaillant comme architecte, Junior avait généré quelques économies. Pas beaucoup, mais suffisamment pour recommencer ailleurs. Elle transféra tout l'argent vers un nouveau compte, ouvert à la hâte dans une autre banque, tout en emballant que l'essentiel dans 2 grandes valises, des souvenirs involontaires l'assaillaient. Le premier baiser avec Mathieu, dans le jardin d'hiver de son manoir, l'éclat dans ses yeux quand elle avait accepté sa demande en mariage. Sophie, sa mère, l'aidant à choisir la robe de mariée, ses mains ajustant le corsage avec un soin qui semblait maintenant si faux. « Où vais-je aller ?» se demanda-t-elle à voix haute, comme si l'appartement vide pouvait offrir une réponse. Ses yeux se posèrent sur un magazine d'architecture ouvert sur la table basse. En couverture, un reportage sur les villes en développement dans l'intérieur du pays. L'une d'elles, en particulier, attira son attention. Val-des-Champs, une commune en pleine croissance avec divers projets immobiliers en cours. Parfait, un endroit où personne ne la connaissait, où elle pourrait reconstruire sa vie loin des projecteurs de la haute société, loin des commentaires malveillants qui surgiraient certainement lorsque la nouvelle de l'annulation du mariage se répandrait, loin du regard de pitié des connaissances. D'une main tremblante, elle acheta un billet de car pour le lendemain. Le voyage durerait presque 15 heures, suffisamment de temps pour laisser son passé derrière elle. Ensuite, elle réserva une chambre simple dans une pension de la ville, utilisant une partie de ses économies. Assise sur le sol de la chambre, entre les valises ouvertes et les vêtements éparpillés, Élodie s'autorisa à pleurer une dernière fois, non pour Mathieu, non pour la trahison de sa mère, mais pour cette version d'elle-même qui n'existait plus. L'Élodie naïve qui croyait aux contes de fées était restée derrière dans l'atelier de robes de mariée. Le son de la sonnette la fit sursauter. À un moment, elle envisagea de ne pas répondre, mais en regardant par le Judas, elle vit que c'était seulement Madame Legrand, la voisine âgée qui s'occupait toujours de ses plantes quand elle voyageait. « Ma chère, je suis venue te rendre. Le livre que tu m'as prêté, » dit la dame, ses yeux bienveillants s'écarquillant en voyant l'état de l'appartement. « Tout va bien ?» Élodie sentit un nœud dans sa gorge. C'était tentant de se confier à Madame Legrand, de lui raconter tout ce qui s'était passé. Mais moins de personnes connaîtraient sa destination, mieux ce serait. « Oui, Madame Legrand, je suis juste en train de réorganiser quelques affaires. » La dame l'observa un moment, comme si elle pouvait voir à travers son mensonge poli. « Tu sais, ma fille, parfois la vie nous mène sur des chemins que nous n'avions pas prévus, mais ce sont justement ces détours qui nous conduisent aux endroits les plus extraordinaires. » Élodie acquiesça, ravalant ses larmes. Après le départ de Madame Legrand, elle reprit l'organisation de ses valises avec une détermination renouvelée. La voisine avait raison. Ce n'était pas le chemin qu'elle avait planifié, mais peut-être était-ce exactement celui qu'elle devait suivre. Le lendemain matin, avant même le lever du soleil, Élodie était déjà à la gare routière. Elle acheta une nouvelle carte SIM pour son téléphone, s'assurant que personne ne puisse la localiser. Assise sur le quai d'embarquement, elle caressa doucement son ventre encore imperceptible. « C'est juste nous maintenant », chuchota-t-elle à son bébé sans savoir encore qu'elle ne portait pas une seule vie, mais 3. Le destin avait des projets bien plus grands qu'elle ne pouvait l'imaginer à ce moment-là. Val-des-Champs se révéla très différent des photographies glamour du magazine d'architecture. La ville avait son charme, mais c'était nettement un lieu en construction, avec des grues pointillant l'horizon et des rues encore sans pavage dans certains quartiers. Pour Élodie, cependant, cela représentait exactement ce dont elle avait besoin. Un lieu en transformation, tout comme elle. Après une semaine à la pension, elle trouva un petit appartement à louer au fond d'une ancienne auberge. L'endroit était simple mais propre, et la propriétaire, Madame Carole, une dame aux cheveux gris et au sourire accueillant, ne posa pas beaucoup de questions lorsqu'Élodie se présenta comme Marie Durand, utilisant des documents récemment obtenus. Une jeune femme seule a besoin d'un endroit sûr, fut tout ce que commenta Madame Carole, lui
remettant les clés. « Ici, nous sommes comme une famille. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler. » Élodie, maintenant Marie, organisa son nouveau foyer avec les quelques meubles qu'elle réussit à acheter dans un magasin d'occasion. Un lit, une petite armoire, une table avec 2 chaises et un canapé qui avait connu des jours meilleurs. Sur les murs nus, elle accrocha seulement un petit tableau qu'elle avait apporté avec elle, une esquisse architecturale qu'elle avait réalisée pendant ses études. La recherche d'emploi fut plus difficile. Son curriculum vitae d'architecte était intimement lié à son vrai nom. Elle dut donc recommencer à zéro. Après quelques tentatives infructueuses, elle trouva un emploi comme femme de ménage dans une résidence d'entreprise. Le travail était ardu, surtout avec la grossesse qui progressait, mais elle s'y accrocha avec détermination. Ce fut lors de sa première consultation prénatale, dans une clinique publique de la ville, qu'elle reçut la nouvelle qui changerait complètement ses plans. Elle n'attendait pas seulement un bébé, mais 3. Des triplés. « Ce sont 2 garçons et une fille », expliqua la médecin, Dr Béatrice, en déplaçant la sonde de l'échographie sur son ventre déjà plus visible. « Tous semblent bien se développer, mais nous devrons suivre de près. Une grossesse de triplés nécessite des soins particuliers. » Élodie sentit la tête lui tourner. 3 bébés, 3 petites vies dépendant exclusivement d'elle. Comment parviendrait-elle à subvenir aux besoins de 3 enfants avec un salaire de femme de ménage? Comment s'occuperait-elle d'eux? Seule? Avez-vous un soutien familial? Demanda la médecin, remarquant sa panique. Non, répondit Élodie, les larmes coulant silencieusement. Je suis seule. Docteur Béatrice serra doucement sa main. Nous allons prendre soin de vous et de ces bébés ensemble, d'accord? Je connais quelques programmes d'assistance qui peuvent t'aider. Dans les semaines suivantes, Élodie développa une routine. Elle se levait tôt, effectuait ses tâches dans la résidence, fréquentait le groupe de futures mères du centre de santé et le soir, cousait de petits vêtements qu'elle vendait pour compléter ses revenus. Son corps changeait rapidement et bientôt elle dut adapter ses uniformes de travail pour accommoder son ventre qui grandissait chaque jour. Dans ces moments de solitude, quand la nostalgie se faisait sentir, elle se surprenait à penser à sa vie antérieure. Elle imaginait si Mathieu et Sophie s'étaient déjà mariés, si quelqu'un avait ressenti son absence, s'il l'avait cherché. Une rapide recherche sur un ordinateur de la bibliothèque publique révéla des gros titres sur sa disparition, suivi par l'annonce des fiançailles de sa mère avec son ex-fiancé, seulement 1 mois après son départ. La mondaine Sophie Rousseau et l'homme d'affaires Mathieu Dufresne annoncent leur union, disait l'article, accompagné d'une photo du couple souriant lors d'un événement caritatif. Le texte mentionnait brièvement la mystérieuse disparition de la fille de Sophie, mais se concentrait principalement sur les projets du couple de fonder une famille. Ces mots la frappèrent comme un coup de poing à l'estomac. Fonder une famille. S'ils savaient qu'à ce moment précis, leurs véritables héritiers grandissaient dans le ventre de la femme qu'ils avaient trahie. « Non », murmura Élodie pour elle-même, caressant son ventre proéminent. « Ils ne méritent pas de savoir. Vous êtes uniquement à moi. » Cette nuit-là, allongée sur son lit simple, Élodie sentit les bébés bouger. C'était comme s'ils dansaient en elle, 3 petits guerriers déjà en train de lutter pour la vie. Elle posa sa main sur un point où l'un d'eux donnait des coups particulièrement énergiques. « Maman va trouver une solution », promit-elle, sa voix ferme malgré les circonstances. « Je ne sais pas encore comment, mais j'y arriverai. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin, tout ce que je pourrai vous donner. » Ce qu'Élodie ne savait pas, c'était que le destin préparait un retournement de situation qui la forcerait à confronter son passé beaucoup plus tôt qu'elle ne l'imaginait, et que ces petits guerriers seraient la clé pour dévoiler des vérités longtemps enterrées. 2 ans passèrent, comme un souffle. Élodie, vivant toujours sous le nom de Marie, avait construit une vie modeste mais digne avec ses triplés. Martin, l'aîné de quelques minutes, était un garçon observateur et créatif. Paul, le cadet, avait la même détermination silencieuse que sa mère. Et Léa, la benjamine, était un rayon de soleil avec ses petites boucles dorées et son sourire constant, bien qu'elle fût la plus fragile des 3. Le petit appartement au fond de la pension était maintenant décoré de dessins colorés, accrochés aux murs et de jouets éducatifs qu'Élodie achetait dans des bazars caritatifs. Madame Carole était devenue une sorte de grand-mère d'adoption pour les enfants, toujours prête à s'occuper d'eux quand Élodie devait faire des heures supplémentaires au travail. Ce matin de dimanche, tandis que les enfants jouaient dans la petite cour de la pension,
Élodie observait leur visage, cherchant des traits de Mathieu. Martin avait le même regard concentré que son père quand il était absorbé par quelque chose. Paul avait hérité de son profil marqué. Et Léa avait exactement le même sourire, celui qui, des années auparavant, avait conquis son cœur. « Maman, regarde ce que j'ai fait !» appela Martin, montrant fièrement un dessin réalisé à la craie sur le sol. Élodie s'approcha et son cœur faillit s'arrêter. Sur le béton rugueux, le petit garçon avait dessiné ce qui semblait être le plan d'un bâtiment, avec des détails surprenants pour un enfant de son âge. « Où as-tu vu ça, mon amour ?» demanda-t-elle, essayant de garder une voix calme. « J'ai rêvé », répondit simplement Martin, continuant à ajouter des détails au dessin. « C'est une grande maison avec un jardin au milieu, comme celui dont l'homme à la télé a parlé. » Élodie sentit un frisson. La veille au soir, elle avait rapidement aperçu un reportage sur de nouveaux projets immobiliers où Mathieu parlait de son plus récent projet, une résidence avec un espace vert central. Elle avait immédiatement changé de chaîne, mais apparemment Martin avait capté plus qu'elle ne l'imaginait. Ses pensées furent interrompues par un son qui lui était déjà devenu familier et inquiétant. La toux de Léa. Ces dernières semaines, la petite fille présentait des épisodes de plus en plus fréquents d'essoufflement et de fatigue. « Maman, c'est difficile », murmura Léa, ses lèvres légèrement bleuies. En quelques secondes, Élodie prit sa fille dans ses bras et courut à l'intérieur. L'inhalateur contre l'asthme, qui était déjà un compagnon constant, cette fois ne sembla pas faire effet. Le cœur battant, elle appela une ambulance. À l'hôpital public, après des heures d'attente et d'examen, le diagnostic tomba comme une bombe. Léa souffrait d'une cardiopathie congénitale rare qui exigeait une intervention chirurgicale. Complexe et urgente. L'opération doit être réalisée dans les prochains mois, expliqua le docteur Laurent, cardiologue pédiatrique. Mais je serai honnête, nous n'avons pas la technologie nécessaire ici. Le seul spécialiste capable de réaliser ce type spécifique de chirurgie se trouve à Paris. Élodie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Paris, la ville où elle avait juré de ne jamais remettre les pieds. L'endroit où Sophie et Mathieu régnaient probablement encore dans les cercles sociaux. Combien coûterait cette opération ? Demanda-t-elle, sa voix s'étranglant. Le médecin mentionna un chiffre qui lui donna le vertige. C'était plus d'argent qu'elle ne pourrait en amasser en des années de travail comme femme de ménage, même en faisant des heures supplémentaires tous les jours. Il existe la possibilité de l'obtenir par la sécurité sociale, poursuivit le médecin, mais la liste d'attente est longue, et dans le cas de Léa, le temps est un facteur crucial. De retour au petit appartement, après avoir laissé Léa aux soins de Madame Carole, Élodie s'autorisa à craquer. Les jumeaux dormaient dans la petite chambre qu'ils partageaient, inconscients du drame qui se déroulait. Sur la table de la cuisine, elle étala toutes ses factures et économies, faisant et refaisant des calculs qui arrivaient toujours à la même conclusion impossible. Elle prit son vieux téléphone portable, celui qu'elle gardait éteint dans une boîte au fond de l'armoire. L'appareil fonctionnait encore, et le numéro de Mathieu y était toujours enregistré. Un simple appel pourrait tout résoudre. Il avait largement les moyens de sauver Léa. Mais révéler la vérité signifierait exposer non seulement elle-même, mais surtout ses enfants. Quel droit ai-je de refuser à ma fille la chance de vivre juste pour protéger mon orgueil ? Murmura-t-elle dans l'appartement silencieux. La réponse vint sous la forme d'une nouvelle quinte de toux de Léa, provenant de la chambre voisine. Le son douloureux de sa petite fille, luttant pour respirer, fut toute la motivation dont Élodie avait besoin. Elle n'avait pas le choix. Elle devrait retourner à Paris. Pas pour l'argent, pas par vengeance, mais pour Léa. Pour une chance de sauver sa fille, même si cela signifiait affronter tous les fantômes qu'elle avait laissés derrière elle 2 ans auparavant. Le retour à Paris fut comme plongé dans un cauchemar familier. La ville restait la même, imposante et frénétique, mais Élodie se sentait étrangère dans ces rues qu'elle connaissait pourtant. Elle réussit à louer une chambre minuscule dans une pension du quartier de Belleville, suffisamment loin des cercles sociaux qu'elle fréquentait autrefois. Les enfants, excités par le changement, s'adaptèrent étonnamment bien. Martin et Paul transformèrent les cartons du déménagement en fort et en château, tandis que Léa, dans ses moments d'énergie, observait fascinée
les grands immeubles par la fenêtre de la chambre. « Maman, pourquoi sommes-nous venus dans cette grande ville ?» demanda Paul un soir, tandis qu'Élodie les couchait sur le matelas improvisé au sol. « Parce qu'il y a ici des médecins spéciaux qui vont aider Léa à devenir plus forte, » répondit-elle, avalant le nœud dans sa gorge. Comment expliquer à un enfant de 2 ans qu'ils étaient là parce qu'elle n'avait pas d'autre choix? La recherche d'emploi fut sa première priorité. Avec 3 enfants à nourrir et les frais médicaux de Léa, elle ne pouvait pas se permettre de rester inactive. C'est ainsi qu'elle se retrouva devant l'imposant bâtiment de Dufresne Construction, l'empire de Mathieu. « Nous recrutons des agents d'entretien », informa la responsable des RH sans lever les yeux de son ordinateur. Horaire complet du lundi au samedi. Élodie, utilisant toujours le nom de Marie, accepta immédiatement. Le salaire était meilleur que prévu et l'assurance santé de l'entreprise pourrait être une bénédiction pour Léa. De plus, travailler dans le bâtiment lui donnerait accès à des informations qui pourraient être utiles plus tard. Lors de son premier jour, vêtue de l'uniforme bleu clair de l'équipe d'entretien et les cheveux soigneusement cachés sous une charlotte, Élodie se sentit invisible. Les cadres passaient devant elle sans un second regard, discutant dans leurs costumes coûteux de millions d'investissements. C'était surréaliste de penser que, pas si longtemps auparavant, elle appartenait à ce monde. Ce fut pendant le nettoyage du 18e étage que l'inévitable se produisit. Élodie finissait de passer la serpillière dans l'un des couloirs lorsqu'elle entendit des voix familières s'approcher. Son cœur s'emballa en reconnaissant le rire de Sophie, sa mère, résonnant dans le couloir. « Le projet de l'hôpital pour enfants sera parfait pour notre image », disait Sophie, sa voix portant ce ton calculateur qu'Élodie connaissait si bien. « Surtout maintenant que nous essayons d'adopter. » Élodie se figea, la serpillière serrée dans ses mains tremblantes. « Adoption ? Sa mère et Mathieu essayaient d'adopter un enfant ? » « Ce n'est pas encore officiel, » répondit Mathieu, sa voix maintenant plus proche. « Je ne veux pas créer d'attente avant d'être sûr. »« Mais c'est notre seule option, chérie, après tant de tentatives infructueuses d'avoir notre propre bébé. » Élodie sentit son estomac se retourner. Sa mère mentait effrontément, feignant l'impossibilité d'avoir des enfants, alors qu'elle savait très bien qu'elle avait une fille et 3 petits-enfants. Le bruit des talons de Sophie devenait plus fort. Paniquée, Élodie se tourna dos au couloir, feignant de nettoyer un coin déjà impeccable. Le couple passa devant elle sans un second regard. Mais quelque chose dans la présence d'Élodie dut attirer l'attention de Mathieu, car il s'arrêta un moment. « Il y a quelque chose de familier chez vous, » dit-il, fronçant les sourcils. Élodie garda la tête baissée, le cœur martelant contre sa poitrine. « Ce doit être une impression, monsieur, » répondit-elle, épaississant délibérément sa voix. Mathieu hésita encore un moment, avant de poursuivre son chemin, entraîné par Sophie, qui parlait déjà des détails de la fête d'inauguration du nouveau projet. Dès qu'elle fut seule, Élodie courut aux toilettes les plus proches et vomit. La nausée n'était pas seulement physique, c'était une réaction à tout ce théâtre, à cette farce que sa mère construisait. Ce soir-là, après avoir couché les enfants, Élodie alluma son ordinateur portable et commença à rechercher le fameux projet d'hôpital pour enfants. C'était une initiative de Dufresne Construction, un centre médical spécialisé dans les traitements pédiatriques complexes, qui serait construit dans le sud de la ville. L'ironie était presque douloureuse. L'homme qui ignorait avoir une fille ayant désespérément besoin d'une chirurgie cardiaque construisait un hôpital pour enfants malades. Tout en fermant son ordinateur, Élodie entendit Léa tousser dans son sommeil. Ce son, désormais familier mais non moins effrayant, lui rappela la raison de sa présence ici. Elle ne pouvait pas se laisser distraire par la colère ou l'amertume. Elle devait se concentrer sur son objectif, obtenir le traitement pour sa fille. Mais le destin, toujours ironique, avait d'autres plans. Et le dessin que Martin avait fait à Val-des-Champs était sur le point de devenir la première pièce d'un puzzle que personne ne s'attendait à résoudre. Le bureau bourdonnait avec les préparatifs pour la présentation du projet de l'hôpital pédiatrique. Élodie observait discrètement tout en nettoyant les immenses fenêtres du 20e étage où la salle de réunion principale était en cours d'organisation. Des cadres couraient d'un côté à l'autre, portant dossiers et ordinateurs portables, tandis que l'équipe marketing ajustait les derniers détails des panneaux de présentation. Les enfants étaient avec Madame Joséphine, une dame qui habitait dans le même couloir de la pension et qui avait accepté de s'occuper d'eux pendant la journée en échange d'une petite aide financière. Élodie se sentait en
Sécurité en laissant les triplés avec elle, d'autant plus que la dame avait de l'expérience avec les enfants malades. Son propre petit-fils avait connu des problèmes cardiaques durant son enfance. Ce matin-là, avant de partir au travail, Martin avait insisté pour lui donner un dessin. « C'est pour que tu ne sois pas triste, maman », dit-il, lui remettant la feuille de papier pliée. Élodie l'avait mise dans la poche de son uniforme, promettant de la regarder plus tard. Maintenant, pendant sa pause déjeuner, assise sur un banc, dans le jardin intérieur du bâtiment, elle ouvrit enfin le dessin. Son cœur faillit s'arrêter. Sur la feuille, avec la précision surprenante que seul Martin possédait, se trouvait le projet de l'hôpital pédiatrique, ou du moins une version très semblable. Les mêmes jardins suspendus, la même structure circulaire, même l'héliport sur le toit. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-elle pour elle-même. Martin n'avait jamais vu les plans du projet. Ils étaient tenus secrets, disponibles uniquement pour l'équipe principale. Impressionnant, n'est-ce pas? La voix la fit sursauter. C'était Richard, l'architecte, en chef du projet qui apparemment observait le dessin par-dessus son épaule. Élodie tenta de le cacher rapidement, mais il fut plus rapide. « Pardon, je ne voulais pas vous effrayer, » dit-il, prenant délicatement le dessin. « Mais c'est vraiment remarquable. Les proportions, la disposition des éléments. Qui a fait ça ?» Élodie hésita. « Mon fils, » répondit-elle finalement. « Il a 2 ans. » Richard haussa les sourcils, clairement sceptique. « 2 ans? Impossible. Ce dessin comporte des éléments techniques que seule une personne formée en architecture pourrait reproduire. »« Il est spécial, » dit Élodie, essayant de récupérer le papier. « Il a toujours été doué pour le dessin. »« Je dois montrer cela à Monsieur Dufresne, » déclara Richard, s'éloignant déjà avec le dessin. « C'est très similaire au projet original. Nous devons comprendre comment... »« Non !» s'exclama Élodie, plus fort qu'elle ne l'avait voulu. Quelques employés qui passaient regardèrent dans sa direction. « S'il vous plaît, » continua-t-elle, baissant la voix. « C'est juste un dessin d'enfant. » Richard l'étudia un moment, ses yeux professionnels remarquant quelque chose dans son visage qui la fit frémir. « Vous me rappelez quelqu'un, » dit-il lentement. « Je n'arrive pas à préciser qui, mais ce doit être une coïncidence, » coupa Élodie se levant. « Ma pause est terminée. Je dois retourner au travail. » Mais Richard n'écoutait déjà plus. Ses yeux alternaient entre le dessin et un fichier sur sa tablette. « C'est impossible, » murmura-t-il. « Les mesures sont exactement les mêmes que celles du projet original, même les angles des jardins suspendus. » Élodie sentit la panique monter. Richard avait été l'un des architectes qui avait travaillé avec elle auparavant, quand elle était encore Élodie Rousseau, prometteuse architecte junior. Il la connaissait bien, trop bien. « S'il vous plaît, » tenta-t-elle à nouveau, sa voix presque un murmure. « Mon fils n'a que 2 ans. Il n'a eu accès à aucune information du projet. C'est juste de l'intuition. » « De l'intuition ?» Richard rit sans humour. « Ce n'est pas de l'intuition, c'est génétique. » Le mot frappa Élodie comme une gifle. Génétique, bien sûr. Martin n'avait pas seulement hérité des traits physiques de Mathieu, mais aussi de son talent inné pour l'architecture. Le même regard pour les proportions, la même capacité à visualiser des structures complexes. « Je vais soumettre ceci à analyse, » décida Richard, rangeant le dessin dans sa pochette. « S'il y a eu une fuite d'informations concernant le projet, non. » Élodie saisit son bras, oubliant momentanément son rôle de simple femme de ménage. « S'il vous plaît, Richard, vous ne comprenez pas. » L'utilisation de son prénom le fit s'arrêter. Il la dévisagea, la regarda vraiment pour la première fois, et Élodie vit le moment exact où la reconnaissance illumina son regard. « Mon Dieu !» chuchota-t-il. « Élodie ?» À cet instant, le son familier de talons résonna dans le jardin. Sophie approchait, enveloppée dans son parfum coûteux et son aura d'autorité. Élodie lâcha le bras de Richard et s'éloigna rapidement, mais elle savait qu'il était trop tard. Le dessin de Martin était entre ses mains, et avec lui le premier fil de son secret commençait à se dérouler. Tandis qu'elle courait retourner à son chariot de nettoyage, Élodie pouvait sentir le regard de Richard dans son dos. Elle savait qu'elle n'avait que quelques heures, peut-être moins, avant que la vérité ne commence à éclater. Et quand cela arriverait, aucun déguisement au monde ne suffirait à protéger ses enfants de l'ouragan qui approchait.
Le reste de cette journée fut une torture pour Élodie. À chaque fois que la porte de l'ascenseur s'ouvrait, elle s'attendait à voir Mathieu ou Sophie surgir pour la confronter. Richard n'était plus réapparu, mais elle pouvait sentir que quelque chose se passait dans les étages supérieurs. Il y avait une agitation différente, des chuchotements dans les couloirs, des regards curieux dans sa direction. Quand son service prit enfin fin, Élodie courut pratiquement jusqu'à la pension. Elle trouva les triplés jouant tranquillement, avec Madame Joséphine, qui remarqua immédiatement son expression troublée. « Il s'est passé quelque chose, Marie ?» demanda la dame, utilisant le faux nom sous lequel elle la connaissait. Élodie secoua la tête, forçant un sourire. « Juste fatiguée, » répondit-elle, prenant Léa dans ses bras. La petite fille était plus pâle que d'habitude et sa respiration semblait un peu plus laborieuse. Comment a-t-elle passé la journée? Elle a eu un épisode d'essoufflement après le déjeuner, informa Madame Joséphine inquiète. L'inhalateur a aidé, mais je pense qu'elle doit être vue par un médecin bientôt. Comme pour confirmer les paroles de la dame, Léa commença à tousser. C'était un son sec, douloureux, qui faisait trembler son petit corps. Élodie la serra plus fort, se sentant complètement impuissante. « Maman !» appela Martin, tirant sur sa jupe. « Il est où mon dessin ?» Cette question innocente fit se retourner son estomac. Comment expliquer à un garçon de 2 ans que son dessin pourrait changer la vie de tous, que ses traits précis, hérités d'un père qu'il ne connaissait pas, avaient mis en mouvement une série d'événements qu'elle ne pouvait plus contrôler. « Je l'ai rangé dans un endroit spécial », mentit-elle, se détestant pour cela. « Maintenant, allons prendre un bain, il est l'heure. » Plus tard, après que les enfants se furent endormis, Élodie alluma son ordinateur portable. Elle avait besoin d'un plan B, et vite. C'est alors qu'elle vit le titre dans l'un des sites d'actualité, un local. Dufresne Construction annonce des modifications au projet de l'hôpital pédiatrique. L'article parlait d'une réunion d'urgence qui avait eu lieu en fin d'après-midi. Son téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. « Nous devons parler. C'est à propos du dessin. » Richard. Élodie sentit son sang se glacer. Elle tapa d'une main tremblante. « Il n'y a rien à dire. » La réponse vint presque instantanément. « Élodie, je sais que c'est toi. Et je sais pour les enfants. Mathieu doit savoir. » Avant qu'elle ne puisse répondre, un autre message arriva. « Je ne dirai rien, pas encore. Mais tu dois le faire. Il est sur le point d'entamer une procédure d'adoption avec ta mère, basée sur un mensonge. » Élodie ferma les yeux, sentant les larmes couler. Richard avait toujours été le plus éthique des architectes de l'entreprise. Bien sûr qu'il ne pourrait pas vivre avec un mensonge de cette ampleur. « Donne-moi quelques jours, » répondit-elle finalement. « S'il te plaît. » 48 heures, fut la réponse. « Après cela, je devrais faire ce qui est juste. » À ce moment, un cri aigu vint de la chambre. C'était Léa, au milieu d'une autre crise de toux. Élodie courut secourir sa fille, la trouvant assise sur le lit, luttant pour respirer. « Calme-toi, mon amour, » chuchota-t-elle, prenant l'inhalateur. « Respire doucement. » Mais cette fois, l'inhalateur ne fut pas suffisant. Les lèvres de Léa commençaient à bleuir, ses yeux écarquillés de peur. Sans réfléchir à 2 fois, Élodie prit la petite fille dans ses bras et réveilla les garçons. « Nous allons faire une promenade, » dit-elle, essayant de garder une voix calme tout en prenant son sac et les clés. Dans le taxi en route vers l'hôpital, Élodie tenait Léa contre sa poitrine, murmurant des paroles de réconfort. Martin et Paul, encore somnolents, observaient leur sœur avec une inquiétude silencieuse. Ce fut seulement en arrivant aux urgences qu'Élodie réalisa son erreur. Elle avait amené Léa à l'hôpital Saint-Louis, le principal hôpital du réseau dont Mathieu était membre du conseil. À l'entrée des urgences pédiatriques, une immense bannière annonçait la future construction du nouveau centre médical pédiatrique. « Nom de la patiente ?» demanda la réceptionniste. Élodie hésita. Si elle utilisait le faux nom de Léa, elle risquerait des problèmes avec l'assurance maladie. Si elle utilisait le vrai de Léa, répondit-elle finalement. Léa Rousseau-Dufresne. Les mots sortirent de sa bouche comme une confession. C'était la première fois qu'elle prononçait le nom complet de sa fille à voix haute depuis qu'elle avait quitté Paris. La réceptionniste saisit l'information sans en saisir la signification. Mais Élodie savait qu'elle venait d'allumer une mèche. Dans quelques heures, quand les systèmes de l'hôpital croiseraient les informations, quand les rapports arriveraient sur les bons bureaux, quand les bonnes personnes verraient ce nom de famille, il n'y aurait plus de retour en arrière. L'hôpital Saint-Louis était un labyrinthe de couloirs blancs et de portes automatiques.
Léa fut rapidement emmenée aux urgences pédiatriques, laissant Élodie dans la salle d'attente avec les garçons endormis sur ses genoux. À chaque minute qui passait, elle alternait entre l'inquiétude pour sa fille et la peur des conséquences d'avoir utilisé le véritable nom de la petite. Madame Dufresne appela une infirmière, faisant lever la tête d'Élodie automatiquement avant de se rappeler que ce n'était plus son nom. « Oui », répondit-elle, installant confortablement Martin et Paul sur le canapé sans les réveiller. « La médecin souhaite vous parler », informa l'infirmière, la guidant le long d'un couloir. « Votre fille est stabilisée, mais… » Le « mais » resta suspendu dans l'air lorsqu'elles arrivèrent au bureau de la médecin. Docteur Patricia Mercier, comme l'indiquait la plaque sur la porte, était une femme d'âge moyen, aux yeux perspicaces, derrière des lunettes à fine monture. « Veuillez vous asseoir », dit-elle, indiquant la chaise. « Nous avons beaucoup à discuter. » Élodie s'assit, sentant ses jambes trembler. La médecin consulta l'écran de l'ordinateur un moment avant de continuer. « Léa présente une cardiopathie congénitale complexe », expliqua-t-elle. « Son état est grave et nécessite une intervention chirurgicale urgente. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue. » Elle fit une pause, étudiant attentivement Élodie. « Dans les registres, il est noté qu'elle est la fille de Mathieu Dufresne. C'est membre de notre conseil. Cependant, il n'y a aucun historique préalable d'elle dans notre système. » Élodie sentit le sang quitter son visage. C'était ça. Le moment qu'elle redoutait tant était arrivé. « Docteur, commença-t-elle, sa voix sortant à peine, « s'il vous plaît. »« Vous n'avez pas besoin d'expliquer maintenant, » interrompit la médecin, la surprenant. « Ma priorité est la santé de Léa. Et pour cela, je dois être clair. Elle a besoin d'une opération que seul le docteur François Dupont peut réaliser. Par coïncidence ou destin, c'est précisément le spécialiste qui a été recruté pour diriger le nouveau centre pédiatrique de Dufresne Construction. » Élodie ferma les yeux, sentant le poids de l'ironie. Le médecin qui pourrait sauver sa fille était directement lié au père qui ignorait son existence. « Combien de temps lui reste-t-il » demanda-t-elle, redoutant la réponse. « Avec le traitement approprié, nous pouvons la stabiliser pendant quelques semaines. Mais l'opération doit avoir lieu au plus vite. » À ce moment, un brouhaha dans le couloir attira l'attention des deux femmes. Des voix exaltées s'approchaient et Élodie en reconnut instantanément une, c'était Richard. « Elle est ici », disait-il. « Je viens de le confirmer à la réception. »« Tu es sûr ?» La voix de Mathieu semblait tendue, urgente. « Élodie est vraiment ici ?» Élodie se leva d'un bond, mais il n'y avait nulle part où fuir. La porte du bureau s'ouvrit et il était là, Mathieu Dufresne, l'homme qu'elle avait passé les 2 dernières années à essayer d'oublier. Leurs yeux se rencontrèrent, et le temps sembla se figer. « Élodie » murmura-t-il, comme s'il ne croyait pas ce qu'il voyait. « Monsieur Dufresne » intervint le docteur Mercier, se levant. « Ceci est une violation de la confidentialité de la patiente. Vous ne pouvez pas. »« La patiente est ma fille » répondit-il, sans quitter Élodie des yeux. « N'est-ce pas ?» Avant qu'Élodie ne puisse répondre, un cri retentit dans le couloir. « Maman !» C'était Martin qui s'était réveillé et avait suivi sa voix. Le petit garçon entra en courant dans la pièce, suivi par Paul, encore somnolent. Mathieu regarda les enfants et Élodie vit le moment exact où la compréhension le frappa. Martin était son reflet parfait à 2 ans. Les mêmes yeux, la même forme de visage, même la même façon de froncer les sourcils quand il était confus. « Mon Dieu !» murmura-t-il, vacillant légèrement. Richard le soutint par le bras. « Ce sont des triplés », dit finalement Élodie, sa voix étonnamment ferme. « Martin, Paul et Léa, tes enfants. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Mathieu regardait alternativement les garçons et Élodie. Son expression mêlant choc, douleur et quelque chose d'autre. Quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. « Pourquoi ?» fut tout ce qu'il parvint à dire. « Pourquoi ?» Élodie rit, sans humour. « Peut-être parce que je t'ai trouvé avec ma mère 2 semaines avant notre mariage. Peut-être parce que vous avez détruit ma vie à vous deux et ensuite construit une nouvelle sur les ruines de la mienne. »« Ce n'est pas ce que tu penses, » commença Mathieu, faisant un pas vers elle. « Ta mère. »« Ma mère quoi ?» coupa Élodie. « Explique-moi comment ce n'est pas ce que je pense quand vous vous êtes mariés 1 mois après ma disparition. Quand maintenant vous prétendez ne pas pouvoir avoir d'enfants pour en adopter un, alors que tes véritables enfants, alors que Léa, sa voix se brisa et les larmes vinrent finalement.
Martin et Paul s'accrochèrent à ses jambes, effrayés par sa détresse. « Léa ?» demanda Mathieu, remarquant pour la première fois l'absence du troisième enfant. « Qu'a-t-elle » Ce fut le docteur Mercier qui répondit, sa voix professionnelle coupant la tension de l'atmosphère. « Votre fille a besoin d'une chirurgie cardiaque complexe, monsieur Dufresne, et le temps presse. » La chambre où Léa était hospitalisée était spacieuse et bien équipée, avec une vue sur les jardins de l'hôpital. La petite fille dormait paisiblement, reliée à des moniteurs qui enregistraient ses signes vitaux. Élodie était assise à ses côtés, tenant sa petite main, tandis que Martin et Paul avaient été emmenés par Richard à la salle de jeu de l'hôpital. Mathieu restait debout près de la fenêtre, sa silhouette se découpant contre la lumière du crépuscule. Durant les 30 dernières minutes, le docteur Mercier avait expliqué en détail l'état de Léa et la procédure nécessaire. Maintenant, le silence pesait entre eux, chargé de mots non dits. « Pourquoi travailles-tu comme femme de ménage dans mon immeuble ?» demanda finalement Mathieu, sa voix basse pour ne pas réveiller Léa. « J'avais besoin d'argent pour son traitement, » répondit simplement Élodie. « Et peut-être qu'une partie de moi voulait que tu saches, que tu découvres. Par toi-même. Comme Martin et son dessin, commenta-t-il, se tournant pour la regarder, Richard me l'a montré. C'est impressionnant comme il a reproduit le projet de l'hôpital, n'est-ce pas? Exactement comme je le faisais à son âge. Il te ressemble beaucoup, admit Élodie. Ils te ressemblent tous d'une façon ou d'une autre. Paul a ta détermination et Léa... Sa voix s'étrangla. Léa a ton sourire. Mathieu s'approcha du lit, observant sa fille les yeux embués. J'aurais aidé, dit-il, si tu m'avais dit. Comment? Coupa Élodie, bien que gardant la voix basse. Tu étais trop occupée à épouser ma mère, à construire une vie que basée sur des mensonges. Tu ne sais pas tout, rétorqua Mathieu, passant la main dans ses cheveux dans un geste de frustration qu'Élodie connaissait bien. Sophie, elle avait des preuves, des documents qui pouvaient détruire l'entreprise, ma réputation, tout. Elle m'a fait chanter. Élodie eut l'impression de recevoir une gifle. De quoi parles-tu? Ton père, expliqua Mathieu, s'asseyant lourdement dans le fauteuil de l'autre côté du lit. Avant de partir, il n'a pas seulement abandonné votre famille. Il a détourné des millions de l'entreprise utilisant des comptes fantômes. Sophie l'a découvert, mais au lieu de le dénoncer, elle a gardé les preuves. Quand elle a réalisé que j'allais t'épouser. Elle t'a fait chanter pour que tu l'épouses à ma place, compléta Élodie, les pièces s'assemblant dans son esprit. C'est pour ça cette rencontre à l'atelier. C'était censé être la dernière fois, confirma Mathieu. J'allais tout te dire après, mais tu as disparu. Et quand Sophie a menacé de tout révéler si je ne suivais pas son plan, tu as choisi ton entreprise plutôt que de me chercher, conclut Élodie, le goût amer de la vérité dans sa bouche. J'ai cherché, protesta-t-il, pendant des mois. J'ai engagé des détectives, j'ai examiné chaque piste. Mais tu avais complètement disparu. Et puis Sophie a commencé avec l'histoire de l'adoption, disant que nous avions besoin d'une façade parfaite. Un léger gémissement. De Léa interrompit la conversation. La petite fille bougea dans son sommeil, sa respiration un peu plus laborieuse. Élodie ajusta l'oxygène automatiquement, un geste qui était devenu naturel. « Elle est forte », commenta Mathieu, observant sa fille. « Comme sa mère. Elle doit être opérée, répondit Élodie, et je n'ai pas les moyens de payer. J'en ai, dit immédiatement Mathieu, et ce n'est pas tout. Le nouvel hôpital, le centre pédiatrique, nous pouvons accélérer la construction. Le docteur Dupont peut commencer à exercer avant même l'inauguration officielle. Et comment vas-tu expliquer cela à Sophie? À la presse? À tous ceux qui croient à l'histoire de ton épouse stérile essayant d'adopter un enfant? Avant que Mathieu ne puisse répondre, un mouvement à la porte attira l'attention des deux. Richard était là, son visage grave. « Désolé d'interrompre, dit-il, mais j'ai pensé que vous deviez savoir. Sophie est dans le hall de l'hôpital. Il semble que quelqu'un de l'administration ait reconnu le nom Dufresne et l'ait informé. » Élodie sentit la panique familière monter dans sa gorge. Sophie, sa mère, la femme qui avait détruit sa vie par pure jalousie et ambition, se trouvait à quelques étages de distance. « Ne la laisse pas monter, » ordonna Mathieu à Richard, sa voix prenant le ton autoritaire de PDG. « Et appelle la sécurité. Je ne veux pas qu'elle s'approche des enfants. » Trop tard, une voix familière résonna depuis la porte. «
Je suis déjà là. Sophie Dufresne se tenait à l'entrée de la chambre, impeccable dans son tailleur de créateur, ses yeux fixés sur la petite fille qui dormait dans le lit d'hôpital. Pendant un moment, personne ne bougea. Le seul son était le bip constant du moniteur cardiaque de Léa, marquant les secondes comme un métronome du destin. L'air dans la chambre d'hôpital devint soudainement lourd, chargé de décennies de rancœurs et de secrets. Sophie fit 2 pas dans la chambre, le bruit de ses talons hauts résonnant sur le sol en vinyle. Élodie se plaça instinctivement entre elle et Léa, comme une lionne protégeant sa progéniture. « Alors c'est vrai, » dit Sophie, ses yeux étudiant chaque détail de sa petite fille endormie. « Tu étais enceinte tout ce temps, comme si tu ne le savais pas, » répondit Élodie, gardant la voix basse pour ne pas déranger Léa. « Comme si tu n'avais pas tout planifié depuis le début. » Sophie rit, un son sans humour qu'Élodie ne connaissait que trop bien. « Planifié ? Ma chérie, tu as toujours eu cette manie de me donner plus de crédit que je ne mérite. Je n'ai pas planifié ta grossesse. Non, tu as juste planifié de voler mon fiancé et de détruire ma vie, rétorqua Élodie, sentant le goût amer des mots. Et maintenant tu as l'audace d'apparaître ici. Je suis venue dès que j'ai su que ma petite fille était malade, interrompit Sophie, sa voix prenant ce ton maternel qu'Élodie détestait tant. Je suis sa grand-mère, après tout. Tu n'es rien pour eux, siffla Élodie. Tu as perdu ce droit au moment où tu as décidé que ta propre ambition était plus importante que ta fille. Mathieu, qui jusqu'alors observait l'échange en silence, intervint enfin. « Sophie, je pense qu'il vaut mieux que tu partes. » Partir ? Sophie se tourna vers lui, ses yeux étincelants. « Cet hôpital t'appartient pratiquement, mon mari. Ou as-tu déjà oublié cela ? » « Ton mari par chantage, » répondit Mathieu, sa voix chargée d'une colère contenue qu'Élodie n'avait jamais entendue auparavant. « Je viens de tout raconter à Élodie. À propos des documents, des menaces... » Le visage de Sophie pâlit légèrement, mais elle maintint sa posture. « J'ai fait ce que je devais faire. Tu crois que j'aurais permis à ma propre fille d'avoir tout ce que je n'ai jamais pu avoir? La jeunesse, l'amour, la reconnaissance sociale? Alors tu l'admets. » Élodie sentit les larmes s'échapper. Tout était par jalousie, par pur égoïsme. « Jalousie ?» Sophie rit à nouveau, mais cette fois il y avait une note d'hystérie dans sa voix. « Tu n'as aucune idée de ce que c'est de voir ta propre fille s'épanouir, conquérir tout ce dont tu as toujours rêvé pendant que tu vieillis, pendant que tes chances s'échappent entre tes doigts. »« Des chances ?» explosa Élodie, bien que gardant toujours la voix basse. « Tu avais tout. Tu avais une fille qui t'aimait, qui t'admirait. Tu avais une vie confortable, du respect, un statut. Mais ce n'était pas suffisant, n'est-ce pas? Tu avais besoin de plus, toujours plus. » Un mouvement dans le lit interrompit la discussion. Léa bougea, ses yeux s'ouvrant lentement. En voyant tant de personnes dans la chambre, la petite fille parut effrayée. « Maman !» appela-t-elle, sa voix petite et fragile. Élodie se tourna immédiatement vers sa fille, oubliant momentanément la présence de Sophie. « Je suis là, mon amour. Tout va bien. »« Qui est-elle » demanda Léa, ses yeux fixés sur Sophie. Avant que quiconque puisse répondre, Martin et Paul entrèrent en courant dans la chambre, suivis par Richard qui tentait de les contenir. En voyant Sophie, les garçons s'arrêtèrent brusquement, s'approchant instinctivement de leur mère. Sophie regarda les triplés et quelque chose dans son visage changea. C'était comme si pour la première fois, elle voyait réellement ce qu'elle avait fait. Non seulement à Élodie, mais à 3 enfants innocents qui n'avaient jamais connu leur grand-mère. « Il te ressemble », dit-elle à Mathieu, sa voix tremblant légèrement. Surtout le garçon au dessin. « Comment sais-tu pour le dessin ?» demanda Mathieu, fronçant les sourcils. « Parce qu'elle me suit », réalisa soudainement Élodie. « Depuis que je suis revenue à Paris, n'est-ce pas, maman? C'est pour ça que tu savais où me trouver à l'hôpital. » Sophie ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle marcha jusqu'à la fenêtre, sa silhouette élégante se découpant contre la lumière du crépuscule. Quand elle parla enfin, sa voix semblait différente, plus âgée, plus fatiguée. « J'ai toujours su qu'un jour tu reviendrais, » dit-elle. « Je savais que je ne pourrais pas maintenir cette farce pour toujours. Mais quand je t'ai vue, travaillant comme femme de ménage dans l'immeuble, cachant ses enfants, mes petits-enfants, tes petits-enfants que tu as reniés, » compléta Élodie.
que tu as préféré faire semblant de ne pas exister pour maintenir ton mensonge parfait. Et maintenant, intervint Mathieu, sa voix dure. Quel est ton plan, Sophie? Vas-tu essayer de nous faire chanter tous pour garder ton secret? Vas-tu menacer de révéler les documents du père d'Élodie à nouveau? Sophie se retourna, les regardant. Pendant un moment, Élodie vit dans ses yeux quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, du repentir. Mais elle connaissait sa mère trop bien pour croire que ce serait si simple. Le silence qui suivit fut interrompu par une nouvelle crise de toux de Léa. Élodie ajusta rapidement l'oxygène, tandis que Mathieu appelait l'infirmière par l'interphone. Sophie observait tout avec une expression complexe, mélange d'inquiétude et de culpabilité. « Elle a besoin d'une opération », dit Élodie, toujours concentrée à calmer Léa. « Une opération qui coûte plus d'argent que je ne pourrais en réunir en une vie entière comme femme de ménage. » « C'est pour ça que tu es revenue, » conclut Sophie. « Pas par vengeance, pas pour Mathieu, pour elle. »« Pour ma fille, » confirma Élodie, regardant enfin sa mère. « Quelque chose que tu devrais comprendre puisque tu es mère, mais apparemment, ton ambition a toujours parlé plus fort que ton amour maternel. » L'infirmière entra dans la chambre, vérifiant les signes vitaux de Léa. Après quelques ajustements aux équipements, la petite fille sembla se calmer, retournant au sommeil. Martin et Paul, toujours accrochés aux jambes d'Élodie, observaient tout avec des yeux effrayés. « Les enfants !» appela doucement Richard. « Et si nous retournions à la salle de jeu? Il y a des jeux très amusants là-bas. » Élodie acquiesça, reconnaissante pour la sensibilité de l'architecte. Après un rapide baiser à leur mère, les garçons suivirent Richard, laissant les adultes à nouveau seuls. « Tu dois comprendre, » commença Sophie, sa voix plus douce maintenant. Quand j'ai découvert les documents sur les détournements que ton père avait faits, c'était ma chance d'enfin avoir le contrôle sur ma vie, d'avoir le pouvoir que j'avais toujours désiré. Au prix du bonheur de ta propre fille, questionna Mathieu. Au prix de tout, admit Sophie. Je me suis convaincu que je protégeais l'entreprise, notre position sociale, mais la vérité, c'est que je nourrissais seulement mes propres démons. Et maintenant, demanda Élodie, épuisée, tu vas continuer avec tes menaces? Tu vas empêcher Léa de recevoir le traitement dont elle a besoin juste pour maintenir ta mascarade. Sophie marcha jusqu'à son sac qu'elle avait laissé sur une chaise. Elle en sortit un vieux dossier, jauni par le temps. « Voici les documents, » dit-elle, tendant le dossier à Mathieu. « Toutes les preuves des détournements, toutes les menaces que j'ai utilisées contre toi. Tu peux en faire ce que tu veux. » Élodie et Mathieu échangèrent des regards surpris. « Pourquoi ?» demanda-t-il. « Parce que je suis fatiguée, » répondit Sophie, passant la main sur son visage parfaitement maquillé. Fatiguée de mentir, de manipuler, de vivre une vie construite sur des menaces. Et surtout, elle regarda Léa endormie. Fatiguée de nier l'existence de mes propres petits-enfants. « Ça ne change pas ce que tu as fait, » dit Élodie. Bien, que sa voix ait perdu un peu de sa dureté. « Non, ça ne change rien, » acquiesça Sophie. « Rien ne peut changer le passé. Mais peut-être pouvons-nous construire quelque chose de différent pour l'avenir, pour leur bien. » Elle indiqua Léa d'un geste doux. Mathieu feuilletait les documents, son visage un masque de concentration. « Avec ceci, je peux enfin nettoyer le nom de l'entreprise sans nuire à personne, dit-il. Et plus important encore, je peux reconnaître publiquement mes enfants. »« Et ton mariage ?» demanda Élodie, regardant Sophie. « Votre histoire parfaite. Le couple qui ne peut pas avoir d'enfants ?»« C'est fini, » répondit simplement Sophie. « En fait, c'était fini depuis longtemps. Nous ne faisions que maintenir les apparences, n'est-ce pas, Mathieu ?» Il acquiesça sans quitter des yeux les documents. « Je vais appeler le docteur Dupont immédiatement, » dit-il, prenant son téléphone. « Plus tôt nous commencerons les préparatifs pour l'opération de Léa, mieux ce sera. »« Et après ?» demanda Élodie, se sentant soudainement vulnérable. « Que se passe-t-il après ?»« Après, » répondit Mathieu, la regardant dans les yeux, « nous recommençons à zéro, nous tous, sans mensonge, sans manipulation. Juste la vérité, aussi difficile soit-elle. » Sophie marcha jusqu'à la porte, s'arrêtant un moment avant de sortir. « Élodie, » appela-t-elle doucement, « je sais que je ne le mérite pas, mais puis-je au moins essayer d'être la grand-mère que ses enfants méritent ?» Élodie regarda sa mère, la regarda vraiment, et vit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait remarquer auparavant, de la vulnérabilité. Le masque de perfection et de contrôle était tombé,
révélant juste une femme qui, dans son désespoir pour le pouvoir et la reconnaissance, avait perdu tout ce qui importait vraiment. « Prenons un pas à la fois », répondit Élodie, se surprenant elle-même par la douceur dans sa voix. « D'abord, prenons soin de Léa. Le reste, le temps nous le dira. » Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon d'événements. Dr François Dupont, le spécialiste en chirurgie cardiaque pédiatrique, fut immédiatement contacté et après avoir examiné Léa en détail, confirma qu'il pourrait réaliser l'intervention. La date fut fixée pour dans 2 semaines, temps nécessaire pour renforcer la petite fille et tout préparer adéquatement. Durant cette période, Élodie continua à vivre à la pension avec les enfants, malgré les offres insistantes de Mathieu, pour qu'il déménage dans un endroit plus confortable. « Nous devons faire les choses correctement », avait-elle dit, sans précipitation, sans décision hâtive. Mathieu respecta sa décision, mais tenait à rendre visite aux enfants tous les jours. C'était fascinant d'observer comment les enfants répondaient à sa présence. Martin, particulièrement, semblait s'épanouir avec l'attention de son père, montrant ses dessins et posant des milliers de questions sur les constructions et l'architecture. « Il a ton don », commenta Élodie un après-midi, en observant Martin expliquer à Paul comment construire une tour plus stable avec des blocs de construction. « Et Paul a ta persévérance », répondit Mathieu, souriant en voyant le fils cadet tenter pour la 10e fois d'équilibrer un bloc particulièrement difficile. « Et Léa ?»« Léa a le cœur de vous deux », compléta Madame Joséphine, qui passait par le salon à ce moment-là. La dame était devenue une présence constante et réconfortante, aidant Élodie à gérer toute la situation. La nouvelle du divorce de Mathieu et Sophie parvint aux journaux 1 semaine après la découverte des triplés. Étonnamment, ce fut Sophie qui insista pour faire une déclaration à la presse, assumant toute la responsabilité de la fin du mariage. « C'est le minimum que je puisse faire », dit-elle à Élodie en lui montrant le brouillon de la note qui serait publiée. « Je n'ai pas mentionné les enfants. C'est à toi et Mathieu de décider quand et comment le faire. » La transformation de Sophie était quelque chose qu'Élodie apprenait encore à traiter. Sa mère semblait avoir vieilli de plusieurs années, en l'espace de quelques jours, comme si le poids de ses mensonges avait finalement prélevé son tribut. Mais il y avait aussi une nouvelle sérénité sur son visage, comme si se libérer des secrets avait apporté une paix longtemps perdue. « J'ai trouvé un thérapeute », révéla Sophie lors d'un de leurs rares moments seuls. « J'essaie de comprendre pourquoi j'ai fait tout ce que j'ai fait. Pourquoi j'ai laissé mon obsession du statut et du pouvoir détruire la chose la plus précieuse que j'avais. » Élodie ne répondit pas immédiatement, occupée à organiser les médicaments de Léa. Finalement, elle dit « Ça prendra du temps, maman, beaucoup de temps. » « Je sais, » répondit doucement Sophie. « Mais maintenant, j'ai quelque chose que je n'avais pas avant. L'espoir. » La veille de l'opération arriva plus vite que tous ne l'avaient espéré. Léa avait été hospitalisée pour les derniers préparatifs et Élodie passait tout le temps possible à ses côtés. Martin et Paul, comprenant la gravité de la situation même à leur jeune âge, étaient extraordinairement sages. « Maman », appela Léa ce soir-là, sa petite voix plus faible que d'habitude. « Raconte une histoire. » Élodie s'assit au bord du lit, arrangeant les cheveux dorés de sa fille. « Quelle histoire veux-tu entendre, mon amour ?»« Celle du prince et de la princesse qui se sont perdus, » demanda la petite fille. Élodie sentit un nœud dans sa gorge. C'était ainsi qu'elle racontait habituellement sa propre histoire à ses enfants, transformant la douleur en un conte de fées qu'ils pouvaient comprendre. « Il était une fois, » commença-t-elle, sa voix douce, une princesse qui aimait beaucoup un prince, mais une méchante sorcière qui en réalité n'était pas si méchante, juste très triste et seule, sépara les deux. Et puis ils se sont retrouvés, compléta Mathieu, qui était entré silencieusement dans la chambre, et ils ont découvert que leur amour avait créé 3 petits trésors plus précieux que tout l'or du royaume. Léa sourit, ses yeux brillants malgré la fatigue. Et ils vécurent heureux pour toujours? Élodie et Mathieu échangèrent un regard chargé de sens. « Ils apprennent à être heureux d'une nouvelle façon, » répondit honnêtement Élodie, « un jour à la fois. » Cette nuit-là, après que Léa se fut enfin endormie, Élodie retrouva Mathieu dans le jardin de l'hôpital. Le ciel de Paris, normalement voilé par la pollution, était étonnamment étoilé. « Demain est le grand jour, dit-il, lui offrant un café. « Je suis terrifié, admit Élodie,
acceptant la boisson. Et si quelque chose se passait mal? Le docteur Dupont est le meilleur, assura Mathieu. Et Léa est forte, comme sa mère. Comme son père aussi, ajouta Élodie, s'autorisant un petit sourire. Ils restèrent silencieux un moment, chacun perdu dans ses propres pensées. Finalement, Mathieu parla. Quand tout cela sera passé, quand Léa sera rétablie, nous devrons parler de nous. Élodie acquiesça lentement. Je sais. Mais maintenant... Maintenant, seule notre fille compte, compléta-t-il. Le reste peut attendre. Le matin de l'opération se leva avec une fine bruine typique de Paris. Élodie avait passé la nuit à l'hôpital, dormant dans le fauteuil à côté du lit de Léa, tandis que Martin et Paul étaient restés sous les soins de Madame Joséphine. Mathieu arriva avant même le lever du soleil, apportant café et pain frais que personne ne parvint à manger. « Bonjour, princesse » murmura-t-il à Léa, qui se réveilla avec un sourire ensommeillé. « Prête pour ton grand jour ?» La petite fille acquiesça courageusement, bien que ses petits yeux révèlent un peu de peur. Élodie sentit son cœur se serrer en voyant sa fille, si petite et vulnérable dans le lit d'hôpital, connectée à tant d'appareils. Docteur Dupont arriva ponctuellement à cette heure pour les derniers examens. « Tout est dans les normes attendues », informa-t-il avec un sourire rassurant. Sa saturation s'est améliorée avec le traitement préalable, ce qui augmente nos chances de succès. L'équipe infirmière commença les préparatifs et bientôt arriva le moment qu'Élodie redoutait le plus, devoir dire au revoir à Léa avant qu'elle ne soit emmenée au bloc opératoire. « Maman sera là à t'attendre quand tu te réveilleras », promit-elle, embrassant le front de sa fille. « Et nous prendrons beaucoup de glace après, d'accord ?»« À la fraise ?» demanda Léa pleine d'espoir. « À la fraise, au chocolat et tous les parfums que tu voudras », garantit Mathieu, tenant l'autre petite main de sa fille. Quand le brancard commença à être déplacé, Élodie sentit ses jambes faiblir. Mathieu la soutint discrètement, sa présence solide et réconfortante à ses côtés. « Elle va s'en sortir », chuchota-t-il, mais Élodie pouvait sentir le tremblement dans sa voix. Le temps dans la salle d'attente semblait s'étirer interminablement. Martin et Paul arrivèrent avec Madame Joséphine, apportant des dessins qu'ils avaient faits pour leur sœur. Sophie apparut également, se tenant discrètement dans un coin, son visage montrant une préoccupation sincère. « J'ai apporté quelque chose pour que vous puissiez voir », dit Richard, qui était arrivé avec un épais dossier sous le bras. « Ce sont les projets finaux de l'hôpital pédiatrique. J'ai pensé que cela pourrait nous aider à passer le temps. » Durant les heures suivantes, ils se relayèrent entre l'étude des projets, jouer avec les garçons et marcher nerveusement dans le couloir. Élodie observait comment Mathieu interagissait avec ses fils, expliquant patiemment chaque détail des dessins techniques à un Martin fasciné. « Il a toujours voulu être père », commenta doucement Sophie, s'approchant d'Élodie. Les rares fois où nous avions de vraies conversations, c'était de cela qu'il parlait. De construire quelque chose de durable, de laisser un héritage. Et pourtant, tu l'as empêché de connaître ses propres enfants. Élodie ne put éviter le commentaire amer. « Ma plus grande erreur, admit Sophie, parmi tant d'autres, mais regarde-le maintenant, c'est comme s'il avait toujours été là. » Élodie allait répondre quand le docteur Dupont apparut dans le couloir. Immédiatement, tous se levèrent, tendus. « L'opération est un succès, annonça-t-il, provoquant une vague de soulagement collectif. Léa a extrêmement bien répondu à l'intervention. Elle est transférée en unité de soins intensifs pédiatriques où elle restera les prochaines 48 heures pour une surveillance intensive. » Élodie laissa échapper un sanglot de soulagement et cette fois ne résista pas quand Mathieu l'enlaça. Martin et Paul, même sans comprendre complètement ce qui se passait, célébraient en sautant et applaudissant. « Quand pourrons-nous la voir ?» demanda Mathieu, la voix émue. « Dans quelques heures, dès qu'elle sera totalement stabilisée, » répondit le médecin. « Pour l'instant, je suggère que tout le monde se repose un peu. Ce fut une longue journée pour tous. » Sophie s'approcha timidement du groupe. « Je pourrais rester avec les garçons quelques heures, pour que vous puissiez vous concentrer. » Sur Léa, Élodie hésita, mais en voyant le regard plein d'espoir de ses fils, qui ces dernières semaines avaient commencé à se rapprocher de leur grand-mère, elle acquiesça lentement. « Seulement quelques heures, » accepta-t-elle. « Et Madame Joséphine vous accompagne. »« Bien sûr, » Sophie sourit doucement, « je n'attendrai pas moins de toi. » En observant Sophie partir avec les garçons et Madame Joséphine, Élodie sentit quelque chose changer en elle. Ce n'était pas du pardon.
Il était encore trop tôt pour cela. Mais peut-être était-ce le début d'une compréhension, un petit pas vers la guérison de vieilles blessures. « À quoi penses-tu » demanda Mathieu, remarquant son regard distant. « À comment ?»« La vie fait des détours, » répondit-elle. « À comment parfois nous devons nous perdre complètement pour retrouver le chemin du retour. Et quel est ce chemin ?» questionna-t-il doucement. Élodie regarda vers la direction des soins intensifs, où sa petite guerrière luttait pour se rétablir, puis vers le couloir par où ses deux autres trésors étaient partis. « Je ne sais pas encore, » admit-elle, « mais pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas peur de le découvrir. » Les jours dans l'unité de soins intensifs pédiatriques passèrent lentement, marqués par le bip constant des moniteurs et les allées et venues silencieuses de l'équipe médicale. Léa se rétablissait bien, dépassant toutes les attentes des médecins. Sa force de volonté, même si petite, impressionnait tout le monde. « Elle a la même détermination que toi », commenta Mathieu un après-midi, tandis qu'ils observaient leur fille dormir à travers la vitre de l'USI. Cette force tranquille qui n'accepte pas la défaite. Élodie sourit doucement, se rappelant les 2 dernières années, quand cette même détermination l'avait maintenue en mouvement, jour après jour, sans jamais abandonner ses enfants. Martin et Paul visitèrent leur sœur tous les jours, toujours accompagnés par Madame Joséphine. Les visites étaient courtes, suivant les règles strictes de l'USI, mais c'était le moment le plus attendu de la journée. Les garçons racontaient à Léa leurs dessins, les nouveaux jeux qu'ils avaient appris, combien ils étaient impatients qu'elle rentre à la maison. Maison, le mot résonnait dans l'esprit d'Élodie. Depuis son retour à Paris, la question du logement restait un sujet délicat entre elle et Mathieu. Il avait suggéré plusieurs fois qu'ils emménagent dans l'un de ses appartements, mais Élodie résistait. « Nous devons construire quelque chose de nouveau », avait-elle dit. « Je ne peux pas simplement m'installer dans un endroit qui porte tant de souvenirs de ton mariage avec ma mère. » Ce fut durant l'une de ces conversations que Martin, qui avait apparemment hérité non seulement du talent mais aussi de la sensibilité de son père pour l'architecture, offrit une solution inattendue. « Pourquoi ne faisons-nous pas une nouvelle maison ?» suggéra-t-il, montrant encore un de ses dessins impressionnants. « Avec une grande chambre pour Léa pour qu'elle se rétablisse, un espace pour mes dessins et un jardin pour que Paul joue avec les plantes. » Mathieu prit le dessin, l'étudiant avec une attention professionnelle. « Tu sais que ce n'est pas une mauvaise idée. J'ai un terrain parfait dans un quartier tranquille. Nous pourrions concevoir quelque chose de totalement nouveau. Commencer de zéro, comme nous, » murmura Élodie, se surprenant elle-même par cette pensée. L'idée commença à prendre forme dans les jours suivants. Dans les heures libres entre les visites à l'USI, Mathieu et Martin se penchaient sur des papiers, dessinant et redessinant des plans d'étage. Paul contribuait avec des suggestions sur le jardin, insistant sur la nécessité d'un espace pour cultiver des fleurs, un intérêt qu'il avait récemment développé à la surprise de tous. Sophie, qui poursuivait sa thérapie et maintenait une distance respectueuse, offrit une suggestion qui prit Élodie par surprise. « Vous pourriez inclure un atelier d'art, » dit-elle timidement. « J'ai remarqué que Martin a un talent naturel non seulement pour le dessin technique, mais pour l'art en général. Ce serait bien d'avoir un espace dédié à cela. » Élodie observa sa mère un moment. Le commentaire démontrait une observation attentive et affectueuse des petits-enfants, quelque chose que l'ancienne Sophie, si absorbée par elle-même, n'aurait jamais fait. « C'est une bonne idée, » acquiesça-t-elle finalement. « Peut-être pourrais-tu aider à planifier cet espace. » Le sourire de Sophie fut petit mais sincère. C'était un début. À la 3e semaine après l'opération, le docteur Dupont donna enfin la nouvelle que tous attendaient. Léa était prête à quitter l'USI. Elle serait transférée dans une chambre normale où elle resterait encore quelques jours avant de recevoir son congé. « Elle a dépassé toutes nos attentes », expliqua le médecin. « Son rétablissement est extraordinaire. Bien sûr, nous aurons besoin d'un suivi régulier, mais le pire est passé. » Le transfert vers la chambre fut comme une petite célébration. Martin et Paul avaient décoré les murs avec des dessins colorés. Et même Sophie avait contribué avec un mobile délicat de papillons qu'elle avait fait elle-même. « Je me suis souvenu que tu adorais les papillons quand tu étais petite, » dit-elle à Élodie. Léa a le même regard enchanté quand elle en voit un. Léa, encore fragile, mais visiblement plus forte, observait tout avec des yeux brillants.
La couleur était revenue sur ses joues et sa respiration, autrefois si laborieuse, coulait maintenant naturellement. « Maman », appela-t-elle un soir quand elles étaient seules dans la chambre, « pourquoi tout le monde est différent ?»« Différent comment, mon amour ?» demanda Élodie, arrangeant les oreillers de sa fille. « Mamie est plus douce », tenta d'expliquer Léa avec sa logique d'enfant. « Et papa est toujours là maintenant. Et toi, tu souris plus. » Élodie sentit les larmes lui monter aux yeux. Même si jeune, Léa percevait les changements profonds qui se produisaient dans sa famille. « C'est parce que nous apprenons, » répondit-elle, choisissant ses mots avec soin. « Nous apprenons à être une famille d'une nouvelle façon. Parfois, les gens ont besoin de se perdre un peu pour découvrir le bon chemin. Comme quand j'étais malade et que tu as trouvé le gentil docteur pour m'aider, » demanda Léa. « C'est ça. » Élodie sourit, embrassant le front de sa fille. « Exactement ça. » Cette nuit-là, après que Léa se fut endormie, Élodie retrouva Mathieu dans le jardin de l'hôpital, le même endroit où ils avaient parlé la veille de l'opération. Il étudiait une nouvelle version du projet de la nouvelle maison, maintenant avec l'atelier d'art suggéré par Sophie incorporé au design. « Je crois que nous avons enfin trouvé un plan parfait, » dit-il, montrant les dessins. Martin l'a approuvé, ce qui, convenons-en, est le saut de qualité le plus important. Élodie rit, s'asseyant à côté de lui. « Notre fils de 2 ans est devenu le critique d'architecture le plus exigeant de Paris. Nos enfants, » corrigea doucement Mathieu. « Je me surprends encore émerveillé par ce mot. J'ai 3 enfants incroyables, Élodie, et je te dois tout cela. »« À nous, » répondit-elle après un moment. « Nous le devons à nous, à notre histoire, aussi compliquée qu'elle ait été. » La nouvelle de la sortie de Léa fut accueillie avec un mélange de joie et d'appréhension. Joie pour le rétablissement extraordinaire de la petite fille, appréhension pour la prochaine étape que tous devraient franchir. La question du logement, qui avait été temporairement mise de côté pendant l'hospitalisation, devait maintenant être résolue. « Je ne peux pas retourner à la pension avec elle », admit Élodie lors d'une conversation avec Mathieu. « L'environnement n'est pas adapté à sa convalescence. Le projet de la nouvelle maison prendra quelques mois, réfléchit-il, mais j'ai une suggestion temporaire. La maison d'hôte du manoir Dufresne. Elle est indépendante de la maison principale, offre tout le confort nécessaire et se trouve près de l'hôpital pour les suivis de Léa. » Élodie hésita. Le manoir, Dufresne portait des souvenirs lourds, mais la suggestion avait du sens d'un point de vue pratique. De plus, Sophie avait déménagé dans son propre appartement, juste après l'annonce du divorce. Il n'aurait donc pas à gérer sa présence constante. Les garçons auraient de l'espace pour jouer, poursuivit Mathieu, et je pourrais toujours être proche pour aider avec tout. Après beaucoup de réflexion, Élodie accepta. Le déménagement fut organisé rapidement avec l'aide de Madame Joséphine, qui accepta de continuer à les aider avec les enfants pendant la journée. Le premier jour dans la maison d'hôte fut une découverte pour tous. Martin tomba immédiatement amoureux du petit bureau bien éclairé, le transformant en son atelier improvisé. Paul trouva son paradis dans le jardin arrière, où il y avait plusieurs espèces de fleurs et un petit parterre qu'il pourrait appeler le sien. Léa, nécessitant encore des soins spéciaux mais visiblement plus fortes chaque jour, adora sa nouvelle chambre. Les grandes fenêtres laissaient entrer beaucoup de lumière naturelle et la vue sur le jardin offrait un environnement paisible pour sa convalescence. « Il semble que nous ayons fait le bon choix », commenta Élodie, observant les enfants s'adapter au nouvel espace. « Ils ont une capacité incroyable à transformer n'importe quel endroit en foyer », répondit Mathieu, qui passait de plus en plus de temps avec la famille. La routine s'établit naturellement. Les matinées étaient consacrées aux consultations de suivi de Léa et aux activités des enfants. L'après-midi, pendant que les triplés se reposaient, Élodie et Mathieu travaillaient sur les détails du projet de la nouvelle maison. Sophie apparaissait occasionnellement, annonçant toujours sa visite à l'avance et respectant les limites établies par Élodie. Ces séances de thérapie semblaient en porter leurs fruits. Il y avait une douceur dans son comportement qu'Élodie n'avait jamais vue auparavant. « J'ai apporté quelque chose à te montrer », dit Sophie lors d'une de ses visites, remettant une vieille boîte à Élodie. « Ce sont des photos de toi quand tu étais petite. J'ai pensé que les enfants aimeraient de voir comment leur mère était à leur âge. »
Élodie ouvrit soigneusement la boîte et les souvenirs la frappèrent comme une vague. Elle était là, à 2 ans, souriant du même sourire que Léa avait maintenant. Sur une autre photo concentrée sur un dessin, exactement comme Martin l'était aujourd'hui. « Tu étais une enfant extraordinaire », dit doucement Sophie, « et je n'ai pas toujours su apprécier cela. J'étais trop occupée à poursuivre une idée déformée du bonheur pour voir le trésor que j'avais juste devant moi. »« Maman », commença Élodie, mais Sophie l'interrompit gentiment. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Je veux juste que tu saches que j'essaie. J'essaie d'être meilleur, d'essayer de comprendre mes erreurs, d'essayer de mériter une place dans la vie de mes petits-enfants. Et dans ta vie aussi, si un jour, tu le permets. » Ce soir-là, après que les enfants se furent endormis, Élodie trouva Mathieu dans le jardin. Il était assis sur un banc en bois, regardant les étoiles, une habitude qu'il avait développée durant les jours à l'USI. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle, s'asseyant à ses côtés. « À combien la vie est imprévisible » répondit-il. « Il y a 3 mois, je vivais un mensonge, sentant qu'il me manquait quelque chose de fondamental. Maintenant, il fit un geste en direction de la maison où leurs enfants dormaient. Maintenant, j'ai tout ce que j'ai toujours voulu, même sans savoir que je le voulais. » Élodie comprit exactement ce qu'il voulait dire. La vie qu'ils construisaient maintenant n'avait rien à voir avec le rêve romantique qu'ils avaient planifié des années auparavant. C'était quelque chose de plus profond, plus vrai, forgé à travers la douleur et la rédemption. « Le projet de la nouvelle maison est presque prêt », commenta Mathieu après un moment de silence confortable. « Martin a fait quelques suggestions, étonnamment pratiques pour l'agencement des chambres. »« Notre petit architecte, » sourit Élodie, « il attend de toi, et de toi aussi, » compléta Mathieu. « La sensibilité et le regard artistique, en fait, ils sont tous une combinaison parfaite de nous deux. » Élodie acquiesça, pensant à comment chacun des triplés avait hérité de caractéristiques uniques des 2 parents. Martin avec son talent, pour l'architecture, Paul avec sa détermination silencieuse, et Léa avec sa force intérieure qui avait surpris tout le monde. « Tu sais, » dit-elle après un moment, « quand j'ai fui Paris, je pensais protéger nos enfants d'un héritage de mensonges. Mais maintenant, je réalise que peut-être le véritable héritage est celui-ci, la capacité de reconstruire, de pardonner, de trouver la beauté même après la tempête. » Mathieu prit doucement sa main, un geste simple mais chargé de sens. Ce n'était pas une déclaration d'amour, pas encore. Tous 2 savaient qu'ils avaient besoin de temps pour reconstruire leur relation. C'était une promesse silencieuse d'être là l'un pour l'autre, de construire quelque chose de nouveau et de vrai, non seulement pour eux, mais surtout pour ces 3 petites vies qui avaient tout changé. Le terrain où la nouvelle maison serait construite se trouvait dans un quartier tranquille du sud de Paris. Un matin de samedi, Mathieu emmena Élodie et les enfants pour découvrir l'endroit. Martin, comme toujours, portait son inséparable carnet de dessin, impatient de capturer ses impressions de l'espace. « Ici sera le jardin de Paul », expliqua Mathieu, montrant une zone ensoleillée. « Et là, dans cette partie plus élevée, Sophie trouvera l'atelier avec vue sur la ville. » Léa, déjà bien rétablie et pleine d'énergie, courait sur le terrain avec Paul, tandis que Martin s'asseyait sur une pierre, concentré sur ses dessins. Élodie observait la scène avec un sourire, se rappelant comment tout semblait impossible seulement quelques mois auparavant. « Les travaux commencent la semaine prochaine », commenta Mathieu, s'approchant d'elle. « L'ingénieur a dit qu'en 6 mois, elle sera prête. »« 6 mois », répéta pensivement Élodie. « Temps suffisant pour... »« Pour quoi ?» demanda doucement Mathieu. « Pour être sûr, » répondit-elle, le regardant dans les yeux. « Pour reconstruire. Non seulement une maison, mais tout ce qui a été brisé. » La conversation fut interrompue par Martin, qui vint en courant montrer son nouveau dessin. À la surprise des parents, ce n'était pas un projet architectural cette fois, mais un portrait de la famille. Élodie, Mathieu, les triplés, Madame Joséphine et, dans un coin plus éloigné mais toujours présente, Sophie. « C'est notre famille », expliqua-t-il avec la simplicité propre à ses 2 ans. Tout le monde ensemble dans la nouvelle maison. Élodie sentit les larmes lui monter aux yeux en voyant comment son fils avait parfaitement capturé la complexité des relations qu'il reconstruisait. Même Sophie, qui occupait encore une position délicate dans la dynamique familiale, était incluse dans le dessin, bien que de façon plus distante. « C'est parfait, mon fils »,
complimenta Mathieu, la voix émue. Ce même après-midi, ils reçurent une visite inattendue sur le terrain. Sophie, qui avait été informée par Mathieu de la sortie familiale, apparut avec un pique-nique complet. « J'ai pensé que les enfants pourraient avoir faim », se justifia-t-elle timidement, encore incertaine de sa place dans ce nouvel arrangement familial. À la surprise d'Élodie, ce fut Léa qui brisa la glace. La petite fille courut vers sa grand-mère, embrassant ses jambes. « Mamie, tu as apporté ces petits biscuits que j'aime ?» demanda-t-elle, pleine d'espoir. Sophie sourit, un sourire sincère qui illumina son visage. « Bien sûr, ma chérie, et j'ai aussi apporté du matériel de peinture pour Martin et des graines de fleurs pour Paul. » Élodie observa comment sa mère s'était donné la peine de penser à chacun de ses petits-enfants individuellement, choisissant des cadeaux qui démontraient une attention aux intérêts particuliers de chaque enfant. C'était un petit geste, mais significatif. Le pique-nique improvisé se transforma en un moment étonnamment agréable. Assis sur des couvertures sur le terrain où leur nouvelle vie serait construite, ils parlèrent de projets futurs et de souvenirs passés, cette fois sans le poids de l'amertume. « Tu te souviens, quand tu as reçu ton premier kit de dessin architectural ?» demanda Sophie à Élodie. « Tu n'avais que 5 ans, mais tu dessinais déjà des maisons avec une précision impressionnante. »« Je m'en souviens, » répondit Élodie, surprise par la chaleur du souvenir. « Tu as passé tout l'après-midi avec moi m'enseignant la perspective, et maintenant Martin a hérité de ce talent, » commenta Sophie, observant son petit-fils qui continuait à dessiner, indifférent à la conversation des adultes, avec le don de son père pour les structures. Mathieu, qui aidait Paul à planter certaines des graines apportées par Sophie, leva les yeux avec intérêt. « Tu as gardé ces dessins ?»« J'ai tout gardé, » admit Sophie. « Chaque dessin, chaque projet scolaire, chaque rêve qu'elle a couché sur papier. Même quand j'étais si perdu dans ma propre obscurité. Je n'ai jamais pu me défaire de ces souvenirs. » Élodie sentit quelque chose bouger en elle. C'était étrange de réaliser que même durant les années où sa mère semblait si distante et froide, elle avait préservé ces petites parties de son histoire. « Peut-être, » dit Élodie après. « Un moment, peut-être pourrions-nous montrer certains de ces dessins à Martin. Il serait intéressé de voir comment sa mère dessinait à son âge. » Le regard de gratitude que Sophie lui adressa en disait plus que 1000 mots. Quand le soleil commença à se coucher, teintant le ciel de tons orangés, la famille commença à se préparer pour partir. Léa, fatiguée mais heureuse, s'endormit dans les bras de son père. Paul portait fièrement un petit pot avec les graines qu'il avait plantées et Martin rangeait soigneusement ses dessins de la journée. C'était un après-midi spécial, commenta Mathieu en aidant Élodie à ranger les affaires du pique-nique. « Oui, » acquiesça-t-elle, « différent de ce que j'imaginais, mais spécial. » Sophie prit congé discrètement, promettant d'apporter plus de graines pour Paul lors de sa prochaine visite. Avant de partir, cependant, elle s'arrêta à côté d'Élodie. « Merci, dit-elle simplement, de me permettre de faire partie de cela, même de loin. » Élodie observa sa mère un moment. Le soleil couchant adoucissait les traits de son visage, et pour la première fois depuis longtemps, Élodie réussit à voir au-delà de la femme qui avait causé tant de douleur. Elle vit aussi la grand-mère qui tentait de se racheter, la mère qui, malgré toutes ses erreurs, n'avait jamais cessé de garder les dessins de sa fille. « Un pas à la fois, maman, » répondit-elle doucement. « Un pas à la fois. » Les mois suivants passèrent dans un tourbillon d'activités. La construction de la maison avançait rapidement et chaque visite au chantier apportait de nouvelles surprises. Martin était devenu une présence constante lors des réunions avec les architectes, ses commentaires perspicaces provoquant souvent des sourires admiratifs chez l'équipe. Léa poursuivait sa récupération de façon extraordinaire. Les consultations de suivi avec le docteur Dupont, auparavant hebdomadaires, étaient désormais mensuelles et les résultats ne pouvaient être meilleurs. « C'est une véritable guerrière », commentait toujours le médecin, impressionné par la vitalité de la petite fille. Paul, quant à lui, avait transformé le jardin de la maison d'hôte en son petit paradis. Avec l'aide de Sophie, qui découvrit avoir un talent inattendu pour le jardinage, il cultivait fleurs et herbes aromatiques, remplissant l'environnement de couleurs et de fragrances. Un après-midi particulièrement significatif, Élodie rencontra un Mathieu dans son bureau à l'entreprise,
alors qu'il révisait quelques documents importants. « Nous devons parler, dit-elle, s'asseyant en face de lui. « Ça semble sérieux, commenta-t-il, remarquant son expression. « C'est à propos de mon travail, commença Élodie, ou plutôt à propos de reprendre mon activité d'architecte. » Mathieu sourit, comme s'il s'attendait à cette conversation. « Richard m'a dit que tu as suivi les projets de l'hôpital pédiatrique avec beaucoup d'intérêt. »« Pas seulement suivi, admit-elle. J'ai fait quelques suggestions. Sur les espaces de vie commune, les zones pour les familles. D'excellentes suggestions, soit dit en passant, intervint une voix depuis la porte. C'était Richard, portant un dossier de projet. En fait, Élodie, c'est exactement de cela que je venais vous parler. Dans les heures qui suivirent, une proposition inattendue prit forme. L'hôpital pédiatrique avait besoin d'une équipe spécialisée dans l'humanisation des espaces hospitaliers, et qui mieux que quelqu'un ayant vécu l'expérience en tant que mère pour diriger ce projet. Tu as toujours eu un regard particulier pour les besoins des gens, argumenta Richard. Et maintenant, avec tout ce que tu as vécu avec Léa, tu as une perspective unique. Élodie sentit son cœur s'accélérer à cette possibilité. Recommencer à travailler comme architecte, mais d'une manière complètement nouvelle, utilisant son expérience personnelle pour faire la différence dans la vie d'autres familles. Nous n'avons pas besoin de décider maintenant, dit doucement Mathieu. Tu peux y réfléchir tranquillement. Mais Élodie avait déjà décidé. Je n'ai pas besoin de réfléchir, répondit-elle. C'est exactement ce que je veux faire. La nouvelle fut accueillie avec enthousiasme par les enfants, particulièrement par Martin qui rêvait déjà de travailler avec maman à faire des dessins d'hôpitaux sympas. Sophie, quand elle l'apprit, proposa d'aider avec les enfants pendant les heures où Élodie travaillerait. « Je peux emmener Martin à l'atelier certains après-midi, suggéra-t-elle, et Paul adore passer du temps au jardin avec moi. Quant à Léa, eh bien, je crois qu'il est plus que prouvé qu'elle est assez forte pour relever n'importe quel défi. » Le retour au travail coïncida avec la phase finale de la construction de la nouvelle maison. Le projet, qui avait commencé comme un simple lieu pour vivre, s'était transformé en un symbole de recommencement pour toute la famille. L'atelier d'art, suggéré initialement par Sophie, était devenu un espace magique où Martin passait des heures à dessiner aux côtés de sa mère. Le jardin conçu par Paul montrait déjà des signes des futures fleurs qui y pousseraient, et la chambre de Léa, avec son balcon orienté vers le lever du soleil, était un témoignage silencieux de son parcours de guérison. Un soir, tandis qu'ils observaient les enfants jouer dans le jardin de la maison d'hôte, Mathieu prit la main d'Élodie. « Tu sais ce que Martin m'a dit aujourd'hui ?» demanda-t-il. « Quoi ?»« Que nous avons besoin d'une balançoire dans la nouvelle maison. Une balançoire assez grande pour 5 personnes. » Élodie sentit les larmes lui monter aux yeux. « 5, oui, sourit Mathieu. Il a dit que c'est pour que nous puissions tous nous balancer ensemble, comme une vraie famille. » Élodie serra doucement la main de Mathieu, observant leurs enfants jouer. Léa, complètement rétablie, courait et riait comme si elle n'avait jamais connu de difficulté. Martin dessinait assis dans l'herbe, levant occasionnellement les yeux pour capturer quelques détails du jardin que Paul entretenait avec tant de soin. « Une vraie famille », répéta-t-elle doucement. « Je crois que nous le sommes déjà. » Le soleil se couchait à l'horizon de Paris, peignant le ciel de couleurs qu'aucun artiste ne pourrait reproduire. C'était un nouveau jour qui se terminait, mais aussi le début de quelque chose de plus grand. Quelque chose construit non pas avec des briques et du ciment, mais avec le pardon, la compréhension et par-dessus tout, l'amour. Martin leva les yeux de son dessin et sourit à ses parents. C'était le même sourire que Mathieu avait donné à Élodie des années auparavant, quand ils étaient tombés amoureux pour la première fois. Le même sourire que Léa avait hérité, qui illuminait son visage même dans les jours les plus difficiles aux soins intensifs. Le même sourire qui maintenant enfin revenait aux lèvres d'Élodie. C'était le sourire de quelqu'un qui savait que parfois, les fins heureuses ne sont pas exactement comme nous les avions planifiées. Parfois, elles sont bien meilleures. Le jour du déménagement dans la nouvelle maison arriva par un matin ensoleillé de printemps. Le jardin planifié par Paul montrait déjà les premiers signes de vie, avec de petits bourgeons verts émergents et de la terre soigneusement préparée. L'atelier d'art, avec ses immenses fenêtres, captait la lumière du matin d'une façon qui fit briller les yeux de Martin d'émotion. « C'est encore plus beau que sur les dessins », commenta Léa, tournoyant, au milieu du salon vide,
ses cheveux dorés reflétant la lumière qui entrait par les fenêtres. Son rétablissement avait été si complet qu'il était difficile d'imaginer que moins d'1 an auparavant, elle luttait pour respirer dans un lit d'hôpital. Le déménagement se fit progressivement, chaque membre de la famille y contribuant à sa manière. Martin insista pour organiser personnellement son espace dans l'atelier, disposant son matériel de dessin avec une précision qui fit sourire Mathieu, reconnaissant son propre perfectionnisme chez son fils. Paul passa toute la journée dans le jardin avec Sophie, qui s'était proposée pour aider à la plantation des premières pousses. La relation entre grand-mère et petit-fils avait fleuri à travers l'amour partagé des plantes, et c'était touchant de voir comment Sophie se consacrait à enseigner aux petits garçons tous les secrets du jardinage qu'elle avait appris au fil des ans. « Savais-tu que ta mère adorait aussi les fleurs quand elle était petite ?» commenta Sophie avec Paul, tandis qu'il plantait un jasmin. Elle disait souvent que chaque fleur avait sa propre histoire à raconter. Élodie, qui passait par le jardin à ce moment-là, s'arrêta en entendant les paroles de sa mère. C'était un souvenir qu'elle avait enterré depuis longtemps, avec tant d'autres souvenirs heureux de son enfance que l'amertume avait obscurci. « J'ai toujours ce pied d'orchidée que tu m'as offert pour mon 7e anniversaire, continua Sophie, regardant maintenant directement Élodie. Et il a survécu à toutes les tempêtes. Le symbolisme ne passa pas inaperçu. Comme cette orchidée, le lien entre mère et fille avait résisté, même transformé par des années de rancœur et de regrets. Madame Joséphine, qui était devenue partie indispensable de la famille, coordonnait l'organisation de la cuisine avec l'efficacité de quelqu'un qui connaissait intimement les besoins de tous. « Une nouvelle maison a besoin de nourriture préparée avec amour », déclara-t-elle, planifiant déjà le premier dîner qu'ils y serviraient. En fin d'après-midi, quand la majeure partie du déménagement fut achevée, Élodie trouva Mathieu, debout au milieu du salon principal, regardant pensivement l'espace autour de lui. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle, s'arrêtant à ses côtés. « À comment tout ceci a commencé par un dessin, répondit-il. Le dessin de Martin de l'hôpital, qui nous a reconnectés. Et maintenant, nous voici, dans une maison qui a aussi commencé avec ses dessins. Il a un don spécial, sourit Élodie, comme son père. Et la sensibilité de sa mère, compléta Mathieu se tournant pour lui faire face. Élodie, il y a quelque chose que je voulais te demander depuis un moment. Avant qu'ils ne puissent continuer, ils furent interrompus par Martin qui entra en courant dans le salon avec un nouveau dessin à la main. « Regarde, maman, j'ai dessiné notre famille dans la nouvelle maison. » Le dessin montrait tous les membres de la famille. Élodie, Mathieu, les triplés, Madame Joséphine et Sophie, chacun dans son endroit préféré de la maison. C'était une représentation touchante de la façon dont leur vie s'était entrelacée de manières inattendues. « C'est parfait, mon fils », félicita Élodie, sentant les larmes lui monter aux yeux. « Il y a encore une chose, » dit Martin, retournant la feuille. Au verso, il avait dessiné un grand cœur avec tous les noms à l'intérieur. C'est pour qu'on n'oublie jamais que nous sommes une famille, même quand certaines personnes habitent dans d'autres maisons. Élodie et Mathieu échangèrent un regard ému. La sagesse simple d'un enfant de 2 ans avait parfaitement capturé l'essence de ce qu'ils avaient construit ensemble, une famille qui transcendait les murs et les conventions. Ce soir-là, ils organisèrent le premier dîner dans la nouvelle maison. La grande table de la salle à manger, une demande spécifique de Léa qui rêvait de tout le monde ensemble au repas, était remplie. Sophie avait apporté une tarte aux pommes, recette familiale ancienne dont Élodie se souvenait de son enfance. Madame Joséphine avait préparé son fameux bœuf stroganoff, plat préféré des triplés. Assis tous ensemble, avec le son des rires des enfants remplissant l'espace, Élodie ressentit une paix qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Elle regarda autour de la table. Martin, qui même pendant le dîner ne lâchait pas son carnet de dessin. Paul, qui racontait avec animation les fleurs qu'il avait plantées. Léa, dont les yeux brillaient d'une joie qui rendait impossible de croire qu'elle avait été si malade un jour. Son regard croisa celui de Mathieu de l'autre côté de la table, et à ce moment, sans mots, ils partagèrent la même certitude. Ils étaient enfin chez eux, pas seulement dans une construction de briques et de verre, mais dans un foyer bâti avec pardon, compréhension et, par-dessus tout, amour. 6 mois après le déménagement, la maison s'était véritablement transformée en foyer. Le jardin de Paul fleurissait luxuriant,
emplissant l'air de parfums d'hiver et attirant des papillons qui enchantaient Léa. L'atelier d'art était un espace vivant de créativité où Martin passait des heures à dessiner aux côtés de sa mère, qui partageait maintenant son temps entre le projet de l'hôpital pédiatrique et sa passion redécouverte pour l'architecture. Lors d'un après-midi spécial, tandis que les enfants jouaient sur la balançoire que Mathieu avait installée, assez grande pour 5 personnes, exactement comme Martin l'avait demandé. Élodie organisait une petite célébration. C'était l'anniversaire d'1 an de l'opération de Léa, une date devenue significative pour toute la famille. « Maman » appela Léa entrant dans la cuisine avec quelque chose dans les mains. « Regarde ce que j'ai trouvé parmi les vieilles affaires. » C'était la robe de mariée, soigneusement préservée dans sa housse de protection. Élodie prit le vêtement d'une main tremblante, les souvenirs de ce jour à l'atelier revenant avec force. Mais cette fois, étonnamment, il n'y avait pas de douleur dans ses souvenirs. « Elle est magnifique », commenta Léa, passant la main sur le tissu délicat. « Oui », acquiesça Élodie. « Et tu sais quoi? Je crois qu'il est temps de lui donner une nouvelle signification. » Dans les semaines qui suivirent, avec l'aide d'une couturière habile, la robe de mariée fut transformée. Le tissu noble et la dentelle délicate prirent vie dans 3 petites créations. Une robe pour Léa et 2 nœuds papillons pour Martin et Paul. L'occasion d'étrenner ces nouvelles pièces se présenta naturellement. Par une nuit étoilée dans le jardin de la maison qu'ils avaient construite ensemble, Mathieu posa enfin la question qui avait été interrompue tant de fois. « Élodie, commença-t-il tandis qu'ils observaient les enfants jouer, notre amour a connu un début, une rupture, et maintenant un recommencement. Ce n'était pas un conte de fées traditionnel, mais peut-être était-ce encore plus spécial à cause de toutes les épreuves. Me ferais-tu l'honneur de reconstruire non seulement notre famille, mais aussi notre amour? Acceptes-tu de m'épouser? À nouveau? » La réponse d'Élodie fut interrompue par 3 petites voix qui crièrent « oui » à l'unisson. Les triplés, qui apparemment étaient cachés derrière les buissons du jardin, accoururent pour enlacer leurs parents. Léa portait sa robe faite de l'ancienne robe de mariée, tandis que Martin et Paul arboraient fièrement leurs nœuds papillons assortis. Le moment n'aurait pas pu être plus parfait. « Oui », répondit finalement Élodie, les larmes aux yeux. « 1000 fois oui. » La cérémonie eut lieu là même, dans le jardin de la maison, 3 mois plus tard. Ce fut une célébration intime, seulement avec les personnes les plus importantes. Sophie, qui avait poursuivi son processus de transformation personnelle à travers la thérapie, fut responsable de la décoration florale, travaillant côte à côte avec Paul. Madame Joséphine, qui plus qu'une employée était devenue partie essentielle de la famille, fut le témoin de la mariée. Richard, qui avait été instrumental dans la réunion de la famille, fut le témoin du marié. Martin tint à dessiner les invitations et Léa répandit des pétales de roses sur le chemin menant à l'autel improvisé. Pendant l'échange des vœux, Mathieu surprit tout le monde avec une révélation. Quand nous sommes tombés amoureux la première fois, je pensais savoir ce qu'était l'amour. Mais le destin avait d'autres plans. Nous avons dû nous perdre pour nous retrouver véritablement. Et quand nous nous sommes retrouvés, nous avons découvert que l'amour n'est pas seulement une question de 2 personnes. C'est une question de famille, de pardon, de recommencement. C'est à propos de 3 petits miracles qui nous ont appris plus sur l'amour inconditionnel que nous n'aurions pu l'imaginer. Élodie, émue, compléta. Notre histoire n'a pas été un conte de fées traditionnel. Elle a été meilleure. Elle a été réelle, avec des douleurs, des défis, mais aussi des joies indescriptibles et des leçons profondes. Et maintenant, je comprends enfin que parfois nous devons nous briser complètement pour nous reconstruire plus forts, plus vrais. Le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de tons roses et dorés, quand ils échangèrent les alliances. Martin, Paul et Léa furent les premiers à embrasser leurs parents, suivis par Sophie, qui pour la première fois depuis longtemps pleurait des larmes de bonheur sincère. Parfois, murmura Élodie à Mathieu tandis qu'ils dansaient leur première danse en tant que couple à nouveau marié, le destin sait exactement ce qu'il fait, même quand il semble cruel. Et parfois, répondit-il, regardant leurs enfants, qui dansaient joyeusement autour d'eux, les plus grands cadeaux viennent déguisés en nos plus grandes douleurs. Le jardin était illuminé par des centaines de petites lumières, comme des étoiles terrestres reflétant les célestes. Paul avait insisté pour planter des jasmins tout le long du chemin,
et leur parfum doux emplissait l'air nocturne. Martin avait fait un dessin spécial de la famille qui était maintenant encadré sur le mur principal de la maison. Et Léa, complètement en bonne santé et radieuse, ne cessait de danser et de rire. Ce n'était pas seulement l'histoire d'un amour reconquis, c'était l'histoire d'une famille qui s'était perdue pour se retrouver, de blessures qui s'étaient transformées en